Donc merci, nous sommes vraiment contents de vous voir si nombreux cet après-midi à cette rencontre de toutes les paroisses du 12e. Et cette rencontre est donc à l'initiative de notre groupe Laudato Si, et nous avons désiré rencontrer tous les groupes de Laudato Si Église Verte du 12e arrondissement pour permettre de fédérer un peu nos énergies et nos idées. On trouvait que c'était un petit peu, pauvret si on était que quelques personnes pour un événement qui peut avoir plus de rayonnement. Nous utilisons donc tous les jours les moyens numériques qui ont envahi notre vie. La moitié de la population mondiale utilise Internet. Nous ne nous rendons pas toujours compte de leur impact et nous écouterons comment devenir plus sobre dans leur utilisation. Nos petits gestes peuvent paraître insignifiants. Certes, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais chaque goutte compte. Donc, nous remercions nos intervenants, Céline Ferré qui va commencer l'exposé, et Jérôme Perrin de nous aider à relever ce défi. Donc, Céline Ferré est cofondatrice de l'association Point de Mire, vous me direz si je me trompe, Maison de l'informatique plus responsable, qui est une association pionnière en matière de sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique. Jérôme Perrin est membre du Comité national d'éthique du numérique et responsable de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Paris. Donc il accompagne, entre autres activités, des personnes en difficulté avec la transition numérique. Belle écoute. Merci effectivement au groupe Laudato Si Église Verte de m'avoir invité cet après-midi à parler d'un sujet qui intéresse, parce que je vois que vous êtes nombreux et c'est super. Le sujet d'un numérique plus responsable. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Françoise, on utilise tous le numérique, toutes et tous le numérique tout le temps, beaucoup, à la fois dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle. C'est vrai que ça rend beaucoup de services, on va le voir. Donc je m'appelle Céline Ferré, donc je suis cofondatrice en fait de deux structures, une association comme l'a dit Françoise, ça a été la première à exister en 2017, Point de Mire, Mire pour Maison d'informatique plus responsable, et aussi d'une entreprise qui a été créée un petit peu après, fin 2019, qui est organisme de formation, et ces deux structures en fait ont le même objectif, celui de former et de sensibiliser le plus grand nombre aux impacts environnementaux et sociaux du numérique. On en parle un petit peu moins des impacts sociaux, mais ils sont également importants. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va voir quelles sont les problématiques, et puis en deuxième partie, comment faire pour essayer de limiter cet impact qu'on a tous finalement sur l'environnement, notamment en utilisant le numérique. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit quiz pour tester nos connaissances. Alors d'abord, juste une petite précision. Vous allez peut-être trouver mon support de présentation un peu trop sobre, mais c'est volontaire. Je n'ai pas utilisé d'aplat de couleur, c'est du noir et blanc, il n'y a pas de vidéo, il y a très peu de photos, plutôt des illustrations. Pour faire ce que je dis et dire ce que je fais. Voilà. On essaie d'être en ligne avec notre discours. Donc, si je vous dis 5 milliards, qu'est-ce que ça vous évoque ? Françoise en a un petit peu parlé. Non, c'est pas le nombre de smartphones, il y en a beaucoup, plus. Oui, absolument. C'était en janvier 2022, le nombre d'internautes dans le monde. C'était un petit peu moins, c'était 4 milliards 950 millions, enfin bon, on peut arrondir. Ça représente plus de 60% de la population mondiale aujourd'hui connectée à Internet. Et ça, évidemment, ça a augmenté les dernières années et ça continue à augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, dont nous faisons partie, j'imagine, toutes et tous dans cette salle, n'utilisent pas Internet avec un seul matériel, d'accord ? Mais en moyenne 8. Vous allez me dire 8, waouh, ça fait beaucoup. Mais si on compte ensemble, regardez, 1 ou 2 smartphones personnels, professionnels, un ordinateur portable, une tablette,
d'accord, voire un ordinateur fixe peut-être au bureau ou à la maison, une box internet, une console de jeu si vous avez des enfants, d'accord, une montre connectée, ça y est, on est déjà à 8. Et il peut y en avoir beaucoup plus. Donc vous voyez que ça va très vite. 8, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui en ont moins, mais il y en a qui en ont beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on estime en tout cas qu'il y aurait au niveau mondial 34 milliards de matériel utilisateurs connectés. C'est-à-dire les matériels qu'on utilise nous en tant qu'internautes. D'accord ? Vous avez probablement entendu parler des problématiques liées au data center, aux serveurs d'entreprise. Oui, c'est vrai que ces matériels numériques ont aussi un impact, mais vous voyez qu'à côté du nombre de terminaux clients, qui sont beaucoup moins nombreux. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, puisqu'on est à peu près à 67 millions, et non pas milliards, de serveurs d'entreprise aujourd'hui dans le monde. D'accord ? Et on a à peu près 1,5 milliard d'équipements réseau. Les équipements réseau, c'est quoi ? Ce sont les câbles, par exemple, transocéaniques, ce sont les antennes relais, tout ce qui compose finalement l'infrastructure numérique qui permet à l'information de circuler entre les serveurs qui nous envoient les informations et nos matériels sur lesquels on utilise les applications. Si je vous dis multiplier par 3,7, qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, mais quoi ? Alors, c'est pas le poids de la pub, c'est pas non plus le poids d'Internet dans les 10 dernières années, même si c'est autour, hein, c'est pas très loin. Le poids des impressions ? Non. Les pièces jointes. Ouais, on se rapproche là. Les mails. Pas seulement. Alors, effectivement, c'est les données, ce sont les données. Alors, ce ne sont pas forcément les données stockées, c'est l'augmentation du volume de données numériques prévu par IDC entre 2020 et 2025. D'accord ? Donc, vous voyez que chaque année, en fait, le volume de données que nous générons tous les jours, parfois même sans nous en rendre compte, souvent d'ailleurs, même sans nous en rendre compte et sans le savoir, a été multiplié, vous le voyez, hein, de manière exponentielle depuis plus de 10 ans. Et vous voyez que les prévisions sont encore plus énormes. D'accord ? On parle aujourd'hui de big data, on parle de pétaoctets, teraoctets, zétaoctets, c'est des 10 puissance X octets, et vous voyez que c'est en pleine explosion. Pourquoi, notamment ? Parce qu'on génère de plus en plus on partage, on génère de plus en plus de données qui sont volumineuses. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de données qui pèsent lourd ? Les vidéos et les images, absolument, ouais. C'est ce qu'on appelle les données non structurées dans le jargon informatique. Les données structurées, ça va être des choses assez simples qu'on va pouvoir trier dans des tableaux simples. Le big data est surtout composé de données non structurées, donc notamment du langage, des images, des vidéos, qui vont être plus compliquées à analyser, mais qui vont constituer aujourd'hui le plus grand pourcentage des données que nous échangeons. Le rapport du Shift Project, qui date de 2018 ou 2018, je crois, estimait que 80% des données numériques échangées étaient de la vidéo aujourd'hui. D'accord ? Quel est le phénomène qui a amplifié ça ? Les réseaux sociaux. YouTube. Ouais, comment on appelle ça ? Vous connaissez le terme ? Le streaming. Le streaming, en fait, c'est quand on regarde finalement des vidéos connectées en ligne sur un réseau social. Si vous êtes sur YouTube, vous faites du streaming, hein, si vous regardez de la vidéo. D'accord ? Même si vous regardez, alors ce qui est assez marrant, entre guillemets, vous aimez bien une chanson, et puis vous tapez le titre sur YouTube parce que vous avez envie de l'écouter. Et souvent, vous avez une image fixe pendant toute la durée de la chanson. Mais c'est quand même du fichier vidéo. C'est pas du fichier audio. Donc si vous voulez écouter une chanson, et non pas regarder une chanson, il vaut mieux aller sur des plateformes audio. Puisque là, on est sur du format audio qui est moins volumineux. D'accord ? Bon, ça, je referme la parenthèse, on en parlera tout à l'heure. Si je vous dis 10%, c'est pas la série télévisée, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Oui. Oui, et donc, aller plus loin, effectivement, c'est un pourcentage de consommation d'électricité, pour être plus précise. De quoi? Pas seulement des serveurs, c'est le numérique total. C'est le pourcentage d'électricité consommée en France par le numérique, en France. D'accord? Donc on consacre en fait 10% de notre électricité pour le numérique. C'est beaucoup quand même. Ça représente à peu près 48,7 TWh. En tout cas, l'année dernière, c'était ce chiffre-là. Et quand on regarde ce que c'est, 48,7 TWh, parce que ça ne nous dit pas grand-chose comme ça, le chiffre, c'est équivalent à la consommation électrique totale du Portugal, du Qatar et de la Grèce. Donc c'est quand même pas anodin. D'accord? Et tout ça uniquement pour le numérique. Donc en ces temps de sobriété énergétique, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Si je vous dis 50, ça vous évoque quoi? Je vous mets des petits indices à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez, mais les pictos, c'est des indices. Le smartphone. Oui, oui, mais quoi? Oui, ça concerne le smartphone. Non, c'est pas la consommation. Non. 50 ans, ça serait bien. Renouvellement. Non, non. Oui, alors c'est marrant parce qu'on m'a déjà dit ça, et c'est vrai que c'est ça. J'ai lu dans une étude qu'on regardait en moyenne notre smartphone à peu près 50 fois par jour. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça, mais ça pourrait. Un autre indice, c'est la composition. Ça a un rapport avec la composition du smartphone. Oui, les métaux. C'est le nombre de métaux. Ouais, c'est le nombre de métaux différents qu'on trouve dans un smartphone dernière génération. Il y en a 50. Et il y en a partout. On le voit sur cette infographie qui a été réalisée par Systext. Vous voyez qu'il y en a partout. Partout, y compris dans l'écran. Votre écran, il est tactile. D'accord? C'est du verre, hein, votre écran. Si vous faites la même chose, si vous scrollez sur une vitre, il n'y aura aucun effet. D'accord? Votre écran est tactile parce que mélangé au verre de l'écran, il y a notamment de l'indium. IN, c'est l'élément qu'on voit en haut à gauche. D'accord? Donc en fait, il y a 50 métaux pour fabriquer un smartphone, tous en très petite quantité, parfois mélangés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque métal va correspondre une propriété particulière. Donc votre smartphone, comme son nom l'indique, il est intelligent, smart en anglais. Smartphone, téléphone intelligent. Donc il fait plein de choses. Et plus on va rajouter des choses, plus on va rajouter des fonctionnalités, et plus on va avoir besoin de cette présence métallique. D'accord? Ça pose quoi? Ça pose quoi comme problème, cette présence métallique? Ça en pose plein. Alors, voilà, vous avez cité effectivement certaines problématiques. Déjà, le recyclage, parlons-en. Dans un smartphone, aujourd'hui, on sait recycler moins de 1% des métaux. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, ils sont en très petite quantité, ils sont mélangés les uns aux autres en alliage, et en plus, il y a une notion de perte de propriété pour certains d'entre eux. C'est-à-dire que même si on les récupère, on ne peut pas les réutiliser pour la même propriété, ça ne fonctionne pas. Il y a très peu de grosses usines dans le monde qui sont spécialisées dans ce recyclage des métaux. Vous avez peut-être vu, avant Noël, je crois, il y a eu un reportage sur France 5, je ne sais plus le nom, mais qui parlait de ça justement et qui allait dans la plus proche usine qui fait du recyclage de métaux, qui est en Belgique, qui s'appelle Unicorp, je crois. Mais il y en a 9 à peu près dans le monde, il n'y en a pas en France. C'est une technique qu'on ne maîtrise pas encore beaucoup et surtout qui n'est pas très industrialisée, donc qui n'est pas très rentable, parce que ça demande pas mal de manipulation humaine, si on veut vraiment récupérer les métaux. Alors, il y en a qu'on récupère assez facilement, en les faisant fondre, etc., mais il y en a d'autres qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc ça, recyclage des métaux, bon, on ne sait pas trop bien faire. Et ça pose un problème, c'est que certains de ces métaux, comme c'est indiqué dans le tableau là, que vous voyez, sont rares. Sont rares dans le sens où aujourd'hui, ils sont beaucoup exploités et malheureusement les gisements sont limités. Je vous rappelle qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui
qui est fini, dans le sens où les ressources que nous utilisons sont finies, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y en aura plus. Les métaux en font partie. D'accord ? Les métaux ne se renouvellent pas, ce sont des ressources qu'on appelle abiotiques, qui ne sont pas vivantes. Donc une fois qu'on a puisé tous les stocks, soit il faut en trouver d'autres, ou soit il n'y en a plus. L'Union européenne publie un rapport tous les 3 ans pour identifier les matières premières critiques. Les métaux en font partie, et sur les 50 métaux qui composent le smartphone, il y en a une quinzaine qui sont aujourd'hui estimés comme critiques. Et tous les 3 ans, le prochain rapport c'est 2023, on ne va pas tarder à l'avoir, la liste s'allonge. D'accord ? Le métal le plus rare au monde, c'est l'antimoine. Les ressources sont limitées à moins de 10 ans, beaucoup moins de 10 ans. Alors, on parle de ressources limitées, mais on préfère parler de criticité. Parce que la criticité, ça intègre d'autres facteurs. Ce n'est pas uniquement la présence métallique dans l'écorce terrestre, c'est aussi la rapidité avec laquelle on exploite. Je vous donne un exemple, le nickel. Le nickel, avant, on ne l'utilisait pas beaucoup, à part pour faire pour chromer le métal, etc. Mais c'était assez peu utilisé. Depuis les batteries, des matériels électriques, on l'utilise énormément. Donc forcément, la demande abondit et l'exploitation abondit. D'accord ? Certains experts disent que si par exemple on passait tout le parc automobile, alors je ne me rappelle plus si c'était français ou mondial, dans 4-5 ans, il n'y aura plus de nickel. En tout cas, dans les stocks connus. C'est un peu comme le pétrole, hein. Peut-être on va trouver des nouveaux gisements. C'est possible. Sachez que le président Macron a donné son autorisation pour l'exploration des fonds sous-marins. Alors, qui dit exploration dit pas exploitation, mais clairement, cette décision d'explorer les fonds sous-marins, elle correspond aussi à un besoin métallique, puisqu'on sait que dans les fonds sous-marins, il y a des nodules métalliques. Mais à quel prix ? À quel prix financier et à quel prix environnemental aussi on va aller exploiter ces fonds sous-marins. Même chose avec les pôles. Vous savez que pour l'instant, c'est des zones protégées, mais il va y avoir bientôt des concessions qui vont être ouvertes aussi pour éventuellement aller construire des mines. La première problématique en fait, des métaux dont on n'a pas parlé, on a parlé d'autres choses, mais c'est aussi la mine. C'est quoi les métaux ? C'est du minerai. Comment on l'extrait de la terre ? En creusant des mines. La mine, c'est pas, l'industrie minière, malheureusement, c'est pas une industrie propre. Une mine, c'est quoi ? C'est un trou, c'est des galeries qui sont creusées dans le sol. C'est énormément de produits chimiques utilisés pour séparer les minerais de la roche. C'est énormément de déchets. Pour récolter 1 gramme d'or, il faut plus d'1 tonne de terre. D'accord ? Donc, comment on fait pour les stocker ? Comment on les stocke, ces déchets ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Donc, la mine est vraiment problématique. Vous avez entendu qu'on va probablement rouvrir des mines en France. Pourquoi ils avaient fermé d'ailleurs les mines en France dans les années 70-80 ? Pour des problèmes économiques, parce que c'était pas forcément rentable, mais aussi pour des problèmes environnementaux, déjà à l'époque. Parce que les mines, ça pollue. Les endroits où on exploite des mines sont vraiment condamnés pour longtemps. C'est en dizaines d'années, voire en centaines d'années. Aujourd'hui, on trouve encore de l'arsenic à proximité d'anciennes mines d'or en France, dans les cours d'eau, des taux anormalement élevés, parce que l'arsenic est un dérivé de l'or, et est utilisé aussi dans l'exploitation minière. Donc vous voyez que la mine pose aussi un gros problème environnemental, pose un problème aussi avec les écosystèmes, parce que quand une mine est exploitée, tout ce qui a l'habitude d'y vivre, que ce soit végétal ou animal, soit est obligé de partir, soit meurt. C'est la même chose pour les populations. Hein. Quand dans certains pays, il y a des grandes entreprises internationales minières qui décident d'exploiter une mine, les populations sont expropriées. Ça peut être des villages entiers. Ça se passe aussi en Europe. Hein. Actuellement, alors ça ne se passe pas dans les mêmes conditions, heureusement en Europe. En Allemagne, en ce moment, il y a une mine qui va être exploitée, qui a obligé un village à déménager. Alors là, évidemment, on va dédommager les habitants, mais quand ça se passe en République démocratique du Congo ou au Pérou, c'est pas tout à fait la même musique. D'accord ? Donc vous voyez toutes les problématiques qui sont liées à cette présence métallique, on peut remonter très loin. On peut parler aussi des droits humains. D'accord ? C'est quoi les conditions de travail dans les mines ? Le travail des enfants. D'accord ? Donc, bon, vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ces aspects-là. Il y a aussi l'aspect géopolitique qui est très important. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure la dépendance aux métaux. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les États-Unis
ont fermé dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, des mines de terres rares. Vous avez probablement entendu parler des terres rares, on en parle souvent. C'est quoi les terres rares? C'est une classe de métaux. Ce sont les lanthanides, 15 éléments. 13 lanthanides plus 2 autres qui ne sont pas des lanthanides, l'yttrium et le scandium. D'accord? Si vous vous rappelez de nos années lycée, le tableau des éléments, c'est la ligne rose en bas du tableau. C'est ça les lanthanides, c'est ça les terres rares. D'accord? Elles ne sont pas rares du tout. Il y en a pas mal dans plein de pays. Simplement, leur exploitation est très sale. D'accord? Très compliquée. Donc, les États-Unis ont fermé une grande mine de terres rares, donc oui, je vous disais, dans les années 90, pour des questions environnementales. Ils sont en train de la rouvrir pour ne plus dépendre de la Chine. La Chine, aujourd'hui, exporte, en fait, fournit plus de 98% des terres rares mondiales. D'accord? Donc les États-Unis vont rouvrir cette mine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts rouvrir une mine. Hein. Voilà. Mais la Chine a fait le choix d'exploiter les terres rares et plein d'autres métaux au détriment de son environnement. Il y a des villes entières en Chine qui sont consacrées à l'industrie minière. Ce sont des catastrophes environnementales. Donc vous voyez qu'il y a plein de sujets et on pourrait en parler des heures et des heures, mais on va avancer un petit peu. Vous voyez, bon, ça représente aussi des problématiques plutôt d'ordre social. Les mines, d'accord. Il commence à y avoir même des chansons qui sont faites sur les conditions d'extraction des métaux en République démocratique du Congo. Je vais juste parler un petit peu plus de ce pays. Et vous allez voir qu'il y a des problématiques dont on n'est pas vraiment conscient qu'elles aient un rapport direct avec le numérique. Vous connaissez peut-être Denis Mukwege. Denis Mukwege, il est prix Nobel de la paix 2018. C'est l'homme qui répare les femmes. Il est gynécologue en République démocratique du Congo. Il a ouvert un hôpital à Panzi où il soigne des femmes qui sont victimes de violences, notamment perpétrées par des groupes armés. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le numérique? Le rapport, c'est que ces groupes armés, ils contrôlent souvent des mines. Pourquoi? Parce que les mines sont une source de richesse pour eux. C'est un pays très pauvre, la République démocratique du Congo, mais ils ont la chance, je ne sais pas si on peut dire ça, mais entre guillemets, d'avoir un sol et un sous-sol extrêmement riches. Il y a du diamant, il y a du coltan, du cobalt, du tantal. Et si vous lisez son dernier livre, qui s'appelle La force des femmes, il écrit, vraiment noir sur blanc, que les exactions commises envers les femmes dans son pays ont explosé, augmenté de manière très importante depuis qu'on exploite coltan, tantal, cobalt, qui sont utilisés dans la fabrication de nos matériels numériques. D'accord? Parce que donc, ces groupes armés font régner la terreur pour asseoir leur pouvoir, pour pouvoir contrôler les mines. Et comme vous le savez, malheureusement, le viol et les tortures faites aux femmes sont une arme de guerre. Donc vous voyez que on peut aller vraiment très loin quand on parle des impacts du numérique et que ça fait vraiment froid dans le dos, mais il faut en être conscient. Donc si on veut aussi parler d'autres problématiques sociétales ou sociales qui n'ont pas forcément à voir là, directement avec les mines, mais on peut aussi parler, et on l'a vu à la télé, aux infos là, en fin d'année, des conditions de travail dans les usines d'assemblage en Chine, notamment dans des grandes entreprises, par exemple Foxconn, qui est la plus grande entreprise chinoise, qui est un assembleur de plusieurs marques de téléphones portables, où on a vu les salariés essayer de s'enfuir en escaladant les grilles pour ne pas être confinés de force. Il faut savoir que dans ces usines, les salariés arrivent, alors c'est souvent des filles, des jeunes filles, qui sont envoyées par leurs parents, des jeunes filles qui habitent à la campagne et qui sont envoyées travailler dans ces usines par leurs parents pour gagner de l'argent. Elles arrivent à 13 ans, d'accord? Le rythme de travail est absolument horrible, quoi. Elles travaillent énormément, elles n'ont pas de vacances, on leur prend souvent leur passeport et on a vu, quoi. Elles sont vraiment quasiment emprisonnées. Et en plus de ça, dans ces usines sont utilisés des produits toxiques, très toxiques, qui sont aujourd'hui interdits en Europe depuis longtemps. Je vous donne deux exemples. Le benzène. Le benzène sert à polir les écrans. Le benzène n'est plus officiellement utilisé dans des usines d'assemblage en Chine, mais des journalistes chinois sont allés et se sont rendus compte que c'était encore utilisé. Le benzène, ça provoque des leucémies, d'accord, graves.
et puis le N-hexane, qui provoque des problèmes neurologiques. Il y a un film qui a été fait sur ce sujet qui s'appelle Complicite, par 2 réalisatrices, une chinoise et une américaine, et justement qui montre des jeunes travailleurs de Foxconn qui ont été malheureusement atteints par ces maladies. Et ce film a contribué à faire interdire officiellement ces produits chimiques dans les usines, mais bon, malheureusement, à part aller sur place pour vérifier, a priori, ils sont toujours utilisés. Donc, vous voyez, cadence infernale, conditions de travail, exposition à des pollutions dramatiques en fait, voilà, et plein d'autres problématiques. Donc, vous voyez que c'est pas très rose tout ça. Donc, comment fait-on pour identifier et aussi mesurer les impacts environnementaux et sociaux de nos matériels numériques? On fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, c'est une démarche scientifique qui est normée, ISO 14040 et 14042 ou 4, je ne sais jamais, qui consiste à découper la vie de l'objet en différentes étapes et à regarder pour chacune des étapes quels sont les impacts et comment essayer, dès la conception de l'objet, de les limiter. D'accord ? Donc pour les matériels numériques, on identifie 3 grandes étapes. L'extraction-fabrication, extraction en référence à l'extraction des minerais, vous l'avez compris, l'utilisation, c'est nous, et la fin de vie, qui peut prendre plusieurs formes. Le recyclage, on a vu, le réemploi, la réparation ou le déchet. D'accord ? À votre avis, de ces 3 phases, laquelle est la plus impactante sur l'environnement? Et de loin. Oh. Ouais, extraction, fabrication. Puisqu'à elle seule, elle générerait les 3 quarts des impacts. Et sur certains matériels, notamment les smartphones, c'est beaucoup plus que ça, c'est quasiment 90% des impacts. Donc, cela étant dit, on voit qu'effectivement, ce sont nos matériels à nous qui comportent le plus d'impact, pas forcément les serveurs dans les data centers, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait, etc. Donc, la balle est dans notre camp, le camp des utilisateurs de matériel numérique. On voit que c'est vraiment l'extraction-fabrication qui est impactante sur l'environnement. Donc quand on a dit ça, quelle serait, d'après vous, déjà la première bonne pratique à mettre en œuvre, et à notre niveau, à nous, pour essayer de limiter cet impact? Oui, changer moins souvent, c'est-à-dire le garder plus longtemps, allonger, si on veut dire, enfin si on veut employer un terme un peu plus générique, allonger la durée de vie de nos matériels. Ça, c'est la clé. Si vous ne devez aujourd'hui ne retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Allongeons la durée de vie de nos matériels, quels qu'ils soient. D'accord ? Aujourd'hui, en France, on renouvelle son téléphone portable personnel entre 2 et 3 ans. Ça a un petit peu allongé. Avant, c'était 2 ans. On se rapproche maintenant des 3 ans. Et en entreprise, c'était déjà 3 ans. Parce que c'est souvent... Pourquoi 2 ans et 3 ans? Parce que c'est souvent lié à la durée aussi du contrat qu'on a avec notre opérateur. Vous savez tous que quand vous arrivez à la fin de votre contrat, votre opérateur, forcément, il va vous proposer soit un nouveau contrat, soit prolongé. Et souvent, il va vous dire, ah ben tiens, je vous propose un smartphone à 1 € dans le nouveau forfait. Enfin, qui peut résister à ça? Personne. Voilà, on le fait. Enfin oui, il faudrait pas, mais... Donc pour vous montrer que tout le monde a une responsabilité, nous évidemment en tant que consommateurs utilisateurs, mais aussi les opérateurs télécoms, on leur suggère de rallonger les durées des contrats pour éviter justement ce phénomène de renouvellement trop fréquent des matériels. C'est le cas donc pour les smartphones, c'est le cas pour les tablettes, c'est le cas pour les ordinateurs, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui allongent la durée d'amortissement comptable de leur matériel, que ce soit les postes de travail ou les serveurs. Parce qu'avant, on disait un poste de travail, c'est 3 ans. Hop, c'est bon, ça amortit fiscalement, enfin comptablement en 3 ans. Hop, allez, on renouvelle tout le parc. Aujourd'hui, on voit que les durées, c'est plutôt 4 ans, 5 ans. Sur les serveurs, c'est plutôt 7 ans, 10 ans. Donc, c'est vrai que la durée de vie des postes en entreprise, elle a été divisée par 3 pendant assez longtemps. Et là, elle commence à s'allonger. Avec justement toute cette sensibilisation sur l'allongement de la durée de vie. Oui, vous avez vu qu'il y a des pubs aussi maintenant, des éco-organismes, le gouvernement fait des pubs sur gardons plus longtemps nos objets. Je reviens à cette slide, l'analyse de cycle de vie, mais c'est assez difficile à faire.
Parce que vous voyez ce qu'il faut pour fabriquer un ordinateur portable. Ça, c'est toutes les pièces détachées qui composent un ordinateur portable. Et ça veut dire que pour chaque pièce détachée, on a un fournisseur, voire plusieurs différents. HP disait il y a quelques années que pour fabriquer un ordinateur portable, ils avaient 7000 fournisseurs. Donc s'il faut aller, en plus c'est réparti partout, enfin c'est partout dans le monde, hein. Donc s'il faut aller faire l'analyse partout dans le monde de comment on a fabriqué cette pièce détachée, etc., c'est compliqué. Donc c'est vraiment compliqué de suivre en fait le cycle de vie d'identifier les impacts sur l'ensemble du cycle de vie, notamment la fabrication des matériels. Donc là j'ai indiqué quelques impacts, hein, voilà, dont on a déjà parlé. Épuisement des ressources naturelles, on en a parlé, des métaux, mais aussi de l'énergie. Hein. L'énergie, on a vu que c'était un problème, parce que pour faire fonctionner nos matériels, il faut de l'électricité, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, on comprend tout à fait le sujet en ce moment. En vert, c'est les impacts environnementaux, en bleu, c'est plutôt les impacts sociaux. On a vu que ça consommait de l'énergie. Évidemment, qui dit consommation d'énergie, dit émission de gaz à effet de serre. Parce que les émissions de gaz à effet de serre, elles proviennent beaucoup de la consommation d'énergie, pas en France. Pourquoi? Enfin, moins en France. Parce que 75% de notre énergie fabriquée provient du nucléaire. Donc, ce qui veut dire que les émissions du numérique français, elles sont moins importantes que les émissions mondiales. En France, en fait, le numérique émet 2,5% des gaz à effet de serre français, alors qu'au niveau mondial, on est entre 4 et 8%. Parce que y a des pays, hein, États-Unis, Allemagne, Chine, Inde, qui produisent leur électricité à partir des énergies fossiles et donc très émettrices de gaz à effet de serre. Là on est plutôt bons élèves ou bonnes élèves sur ce plan-là, mais quand même 10% de notre consommation électrique. Perte de la biodiversité, oui, perte de la biodiversité à cause des mines surtout, et puis des décharges à ciel ouvert, ça on n'en a pas encore parlé. Mais qu'est-ce qui deviennent nos matériels numériques quand on les utilise plus et qu'on ne peut pas les recycler et que ça devient qu'on ne sait pas trop où ça va en fait. D'accord? On en parlait tout à l'heure avec madame. Il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Bâle qui interdit depuis les années 90 l'exportation de déchets d'équipements électriques et électroniques. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer nos déchets électroniques hors des frontières françaises. Enfin, la France a signé, tous les pays n'ont pas signé, hein. Je crois que les États-Unis n'ont pas signé. Néanmoins, on trouve des matériels électriques, alors que ce soit d'électroménager ou du numérique, sur beaucoup de décharges à ciel ouvert en Asie, en Afrique, notamment au Ghana. Pourquoi au Ghana? Parce qu'au Ghana, il y a un port qui s'appelle Accra, c'est la capitale. C'est un énorme port qui reçoit des dizaines de porte-containers chaque jour, avec certains d'entre eux remplis de matériel numérique. Sous couvert, éventuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois de dons à des associations. D'accord? Mais en fait, c'est du matériel non fonctionnel. Alors, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est l'exportation de déchets qui est interdite numérique. Mais ce n'est pas l'exportation de matériel numérique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met à l'entrée du container les matériels qui s'allument et qui fonctionnent, et puis derrière, on met ceux qui ne fonctionnent plus. D'accord? Donc ça, il y a des ONG locales qui alertent évidemment sur ces problématiques. Donc à Accra, il y a une décharge qui s'appelle Abog Bloshi, qui est la plus grande décharge à ciel ouvert du monde. Elle a été démontée en fin d'année dernière pour construire un hôpital, soi-disant. Aux dernières nouvelles, l'hôpital n'a pas été construit, et les quelques milliers de personnes qui travaillaient sur cette décharge, j'ai plus le chiffre en tête, ont réinvesti les lieux. Parce qu'évidemment, pour eux, ce qui correspond à nos déchets à nous, pour eux, c'est des ressources. Parce qu'ils essayent d'en extraire les métaux, pouvoir revendre ça éventuellement pour gagner leur vie. Pour vous donner un ordre de comparaison, parce qu'on ne se rend pas compte, ça consomme 30 kWh par an. Un grand écran, peut-être si vous avez un grand écran sur votre bureau, c'est à peu près 100 kWh par an. Un grand écran dans une salle de réunion, c'est peut-être 1000, 2000, voilà, kWh par an. Donc c'est pas anodin. Donc attention à la multiplication des écrans.
si on n'en a pas vraiment besoin. Donc la première question qu'il faut se poser, de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est pas seulement pour le numérique. A-t-on vraiment besoin? A-t-on vraiment besoin de 2 écrans sur son bureau? Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui. A-t-on vraiment besoin de 2 smartphones, un pro, un perso? Oui, peut-être que oui. Ou peut-être que non. Mais en tout cas, posons-nous la question. On peut aussi apprendre à entretenir son matériel. Je ne sais plus qui disait, qui faisait partie d'un Repair Café tout à l'heure. Françoise. Et ben voilà, les Repair Café, ça sert à réparer, mais ça sert aussi à apprendre à réparer. On devrait pouvoir être capable de réparer son matériel soi-même. C'est pas si compliqué finalement. Alors ça dépend quel type de matériel. Mais sur le principe, on devrait pouvoir, mais on ne nous a pas appris. Enfin, c'est vrai, on ne nous a pas appris. On nous a mis dans les mains, je parle des smartphones, on nous a mis dans les mains des matériels ultra sophistiqués, parce que quand même un smartphone aujourd'hui c'est ultra sophistiqué hein, par rapport aux premiers ordinateurs. C'est vraiment très très sophistiqué, sans nous apprendre ni à l'utiliser, ni à l'entretenir. Donc ça, déjà, on peut peut-être se poser la question. Encore faut-il pouvoir le faire. D'accord, obsolescence programmée, vous en avez tous entendu parler, c'est interdit en France depuis 2014, loi Hamon. D'accord, cette loi n'a pas été beaucoup appliquée. C'est interdit pour un fabricant d'intégrer à ses matériels une technologie pour en limiter sciemment la durée de vie. Attention, le mot sciemment est très important. Si vous n'arrivez pas à prouver que le fabricant a fait ça sciemment, ce n'est pas de l'obsolescence programmée. C'est du manque d'information de consommateur. C'est ce qui est arrivé à Apple il y a 2 ans. Ils ont été condamnés en France suite à une plainte d'une petite association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, à payer, je ne sais plus si c'est 15 ou 25 millions d'euros, pour manque d'information de ses consommateurs, et pas pour obsolescence programmée. Parce qu'ils n'avaient pas prévenu les possesseurs de tel numéro d'iPhone, je ne sais plus lequel, que quand ils allaient faire la mise à jour du système d'exploitation iOS, ça allait bloquer l'utilisation. Moi, sur mon ordinateur, j'ai un message qui se met en gros tous les jours. Attention, votre ordinateur est trop vieux. Enfin, c'est pas tout à fait ce message, mais j'interprète. Attention, votre ordinateur est beaucoup trop vieux pour pouvoir installer Windows 11 dessus. Microsoft a fait le job. Il m'a prévenu. Après, si je le fais, c'est ma faute, pas la sienne. Vous voyez? Donc, il ne pourra pas être accusé d'obsolescence programmée ou en tout cas de manque d'information de ses consommateurs. Donc, entretenir son matériel. Donc, les Repair Café, je sais voilà, il y en a, il y a d'autres associations qui apprennent à faire. On peut aussi apprendre à le faire soi-même. On peut aussi essayer d'acheter du matériel plus réparable. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix aujourd'hui en matière de smartphone. Il y a une marque que vous devez connaître qui est éco-conçue, donc fabriquée en multi-blocs. Quand un bloc tombe en panne, on le rachète, on le change très facilement. Moi, je suis utilisatrice depuis plusieurs années, je l'ai fait, c'est vraiment incroyable, ça marche très très bien. Ils ont fait ça pour essayer de montrer. Il s'agit de Fairphone, j'en parle parce que de toute façon ils sont tout seuls, donc c'est pas vraiment faire de la pub. Fairphone, c'est une association à l'origine hollandaise qui a voulu justement montrer que c'était possible de créer un smartphone éthique et responsable. Éthique dans le sens où aussi il faut attention auprès de quel type de mine ils se sourcent pour certains de leurs métaux, justement pour ne pas travailler avec des mines qui sont contrôlées par des groupes armés qui font travailler les enfants, notamment. Et donc éthique et responsable. Responsable, c'est le fait que ça doit durer plus longtemps parce qu'on peut le réparer soi-même. D'accord, donc ça a été éco-conçu. Et vraiment, c'est le cas. Je veux dire, un écran de Fairphone, ça se change en moins. Alors, je l'ai fait sur le Fairphone 2. 2. Maintenant, j'ai un 3. Fairphone 2, j'ai changé mon écran en moins de 2 minutes chrono avec un tournevis que j'avais chez moi. Hein. J'ai essayé de faire ça sur les iPhones reconditionnés de mes enfants, j'y ai passé l'après-midi et en plus ça marchait pas. Donc bon, voilà. Moins facile, on va dire. Voilà, et puis dernier point, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand on est vraiment obligé de changer, ça peut arriver, on peut très bien avoir des bonnes raisons de changer de matériel. On peut éventuellement le vendre, le donner à quelqu'un d'autre, en faire don à des associations. Juste faites attention aux dons à des associations. Si vous êtes une entreprise, surtout parce que vous avez des responsabilités. Vous avez une responsabilité légale sur les matériels que vous ne voulez plus utiliser. D'accord ? Si on se rend compte que votre matériel est fini sur une décharge au Ghana, vous risquez d'avoir des soucis. Vous en êtes légalement responsable. Quand vous confiez en fait des déchets électroniques à un repreneur, vous devez signer un bordereau de suivi des déchets, c'est une liasse CERFA, voilà, tout est suivi. D'accord ? Donc il faut faire attention à qui vous confiez votre matériel. Il faut vraiment que ce soit une société sérieuse qui ne va pas l'envoyer en Afrique.
ou en Asie ou ailleurs. Optimiser l'utilisation du matériel. Donc, bon, mon titre n'est pas terrible, je me dis à chaque fois qu'il faut que je le change, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. C'est notamment faire en sorte qu'il consomme le moins de ressources possible, le moins d'énergie notamment possible. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'utilise pas son matériel? On l'éteint. Ça semble très basique de dire ça, mais on est beaucoup à ne pas éteindre son matériel, à le mettre simplement en veille. Sachez qu'en veille, il consomme de l'électricité. Vous savez bien, hein, il y a une petite loupiote qui est allumée quand il est en veille. Hein. S'il y a une loupiote allumée, c'est bien qu'il y a de l'électricité. Donc n'oublions pas d'éteindre nos matériels le soir ou avant de partir en week-end, que ce soit au bureau ou à la maison. Moi j'ai mis des petites prises comme ça, aussi sur la télé. D'accord? Comme ça le soir on va me coucher, hop, j'éteins la prise. Comme ça je suis sûre qu'il n'y a plus d'électricité qui passe. D'accord? Une télé en veille ça consomme plus qu'allumée. Pourquoi à votre avis? Ben oui, parce qu'en fait elle passe plus de temps en veille qu'allumée. Donc si par exemple sur 24 heures, si on la laisse 20 heures en veille, ça va consommer plus que 4 heures allumées. Alors pas toujours plus, ça peut être, voilà, mais juste pour vous donner un peu une idée. Et en plus, comme c'est un grand écran, ça consomme pareil. Moins maintenant avec les systèmes de LED, etc., mais quand même. On peut éteindre la box quand on part de chez soi aussi. Je fais mon mea culpa, je le fais jamais, j'y pense pas. Mais il faudrait le faire. Sauf si on a... Non mais on peut pas... sauf si on a un système d'alarme, hein, de brancher dessus, ou un système, je sais pas moi, voilà. Mais on peut très bien éteindre sa box en partant. Il n'y a aucune raison de laisser sa box allumée chez soi quand on part. Et qu'il n'y a plus personne à la maison. Le répondeur téléphonique. Ben alors ça, j'en sais rien, j'ai plus de répondeur téléphonique depuis longtemps. C'est la box qui le fait. Oui, c'est la box. Ah oui, vous voulez dire que si on éteint la box, il n'y a plus de répondeur. Ah oui, oui, d'accord. Oui, mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Sauf si vous avez des systèmes sur la box. J'ai dit alarme, mais ça peut être répondeur, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais je n'utilise plus, j'ai même plus de téléphone fixe chez moi. Je ne l'ai pas rebranché depuis que j'ai déménagé il y a 2 ans et demi, parce que je crois que j'ai même pas je sais pas, je ne l'ai pas rebranché. Mais... Oui, oui, vous avez raison, évidemment, oui. Sauf si on a des systèmes, bien sûr, qui fonctionnent avec la box. Mais sinon, on peut l'éteindre. Baisser la luminosité des écrans aussi. Ça, c'est quelque chose qui permet de consommer moins d'énergie. Les paramètres usine, c'est luminosité maximum. Donc si vous baissez un petit peu vos écrans de smartphone, ça sera toujours confortable pour vous, mais vous consommerez moins d'énergie. Et puis les impressions, ah oui, les impressions, ça c'est déjà quelque chose à laquelle on fait attention, quelque chose à laquelle. Depuis longtemps, parce que les impressions, ça se voit. Déjà, ça se voit quand on consomme du papier, parce que le papier, c'est matériel, donc ça se voit. Et puis, ça se voit quand on doit racheter des cartouches, parce que c'est cher. L'encre, c'est un des liquides les plus chers du monde, 2000 € le litre. C'est plus cher que le Chanel numéro 5. Donc, alors sachez qu'il y a aussi une plainte en cours qui n'a toujours pas abouti. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait vraiment longtemps, c'était en même temps qu'Apple. Cette petite association, la Halte à l'obsolescence programmée, avait déposé aussi une plainte contre Epson pour obsolescence programmée de leurs cartouches d'imprimante. Pourquoi? Parce que dès que vous atteignez un nombre de copies, hop, ça bloque. Oui, enfin, c'est pas que le Epson, hein, ça se fait aussi sur le HP. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Epson. Ce qu'a fait Hop, c'est qu'ils ont récupéré des vieilles cartouches Epson avec des seringues. Ils ont récupéré l'encre qui restait à l'intérieur sur ces fameuses cartouches qui refusaient d'imprimer. En moyenne, 30% d'encre dedans. Donc au prix où est l'encre, voilà. Donc il y a une plainte qui a été déposée au pénal pour qu'il y ait une enquête. Je suis allée récemment sur le site de Hop pour voir où ça en était. J'ai pas vu de conclusion, donc c'est peut-être toujours en cours. Voilà. Et pourquoi? Parce que en fait, sur les cartouches d'imprimante, il y a une petite puce électronique qui compte le nombre d'impressions. Et dès que vous avez atteint le nombre maximal, qu'il reste de l'encre ou pas, ça bloque. Ça, c'est de l'obsolescence, c'est vraiment de l'obsolescence programmée. Et puis, il y a une plainte une autre plainte contre Apple qui vient d'être déposée par Hop, c'était à la fin de l'année, au moment de Noël. Alors que je ne me trompe pas, c'est parce que, en fait, ils reprochent à Apple
Et en fait, ça a été confirmé par Apple, donc c'est vrai. Après, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou pas, ça va être à la justice de décider. Mais en fait, Apple met notamment dans ses smartphones, dans ses iPhones, une technologie qui permet de reconnaître si les pièces détachées sont des pièces détachées originales Apple ou pas. Ce qui fait que, parfois, quand vous mettez un écran, par exemple, qui n'est pas un écran Apple, au bout d'un moment, quand vous faites les mises à jour, ça va plus marcher. Parce que le système va détecter que ce n'est pas un écran Apple, et comme par hasard, ça va plus marcher. Ça, c'est interdit. D'accord. Enfin, d'après Hop, soyons prudents quand même avec la justice. Voilà. D'après Hop, c'est de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'ils mettent dans une technologie quelque chose qui limite finalement la durée de vie de l'objet, puisqu'au bout d'un moment, on ne peut plus l'utiliser. Donc, c'est en cours. Enfin, la plainte a été déposée. Ce genre de plainte, il y en a qui ont été déposées aussi en Italie. Apple a été aussi condamné à peu près en même temps en Italie pour obsolescence programmée, puisque l'Italie a une loi contre l'obsolescence programmée aussi. Donc vous voyez que de plus en plus, quand même, les fabricants ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais alors, ils payent. Questionner son usage professionnel. C'est un petit peu la même chose à titre personnel aussi, d'ailleurs. La messagerie, alors. C'est assez drôle parce que quand on parle de numérique responsable, ou de green IT, ou de sobriété numérique, ou de pollution numérique, souvent dans la presse on voit « pour être écolo au bureau, supprimons nos mails ». Vous voyez qu'on en parle seulement maintenant, donc c'est vraiment pas la priorité. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact, mais c'est pas la priorité. Par rapport à prolonger la durée de vie de son équipement, c'est vraiment tout petit. Il y a quand même beaucoup de mails envoyés chaque jour dans le monde, c'est... j'ai plus les 14 milliards par heure de mails échangés dans le monde. C'est pas mal quand même. Mais en général, les mails, c'est plutôt petit, sauf quand il y a une pièce jointe attachée, évidemment. D'accord. Donc là, c'est pareil, on nous a rarement appris à utiliser notre messagerie au bureau. À mettre des règles, par exemple, qui vont détacher les pièces jointes et les sauvegarder automatiquement plutôt que de les garder dans la messagerie et sur votre poste, et sur le serveur de l'entreprise et sur le serveur du prestataire. Enfin, quand je dis le serveur, en général, il y en a 3 ou 4 parce qu'ils sont retombés. Ils sont copiés pour éviter les crashs. Voilà, donc évitons d'envoyer trop de mails, trop de destinataires et surtout d'insérer des pièces jointes lourdes. Si vous avez des gros fichiers à partager, des vidéos, ça peut arriver dans le cadre de son travail, il vaut mieux les envoyer, soit les mettre dans un endroit où l'autre personne va pouvoir venir les chercher, un serveur partagé par exemple, ce genre de choses, ou les envoyer avec des applications d'échange de gros fichiers. Il y en a plein. D'accord, c'est moins impactant. Ou alors d'envoyer un lien aussi vers l'endroit où est stockée la pièce jointe. On peut supprimer les applications inutiles aussi, mais ça à titre perso aussi. Sur son smartphone, s'il y a plein d'applications qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien de les garder en fait. On peut les enlever. Sur son ordinateur aussi. Avec l'autorisation de la direction informatique en entreprise, évidemment. Les recherches internet aussi, peut-être 5 minutes. Je ne vois pas où j'en suis au niveau du temps. C'est bon? Ouais, ok. On ne nous a pas appris non plus à chercher sur internet. Normalement, on n'a pas appris à chercher sur internet. Donc dès que je veux trouver un truc, je fais une recherche. Sauf que je me suis rendu compte, et parce qu'on me l'a dit aussi, en termes de bonnes pratiques, que je faisais souvent les mêmes recherches, parce que je voulais souvent aller sur les mêmes sites. Et mon associé, qui avait travaillé depuis plus longtemps que moi sur le sujet, m'a dit il faut enregistrer les favoris en fait, si tu vas toujours sur les mêmes sites. D'ailleurs, il y a son livre, vous pourrez le feuilleter, les bonnes pratiques, les éco-gestes. J'ai dit, oui, c'est vrai. En fait, c'est exactement comme un répertoire d'un disque dur, en fait. Vous pouvez enregistrer les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller, dans vos favoris, vos marque-pages, suivant le navigateur que vous utilisez. Et puis, plutôt que de taper une recherche, je dis n'importe quoi, amélie.fr, tous les mois, vous voulez aller voir vos remboursements de la Sécu, vous enregistrez Amélie dans votre répertoire, dans vos favoris personnels, puis vous allez cliquer sur le site amélie.fr. Ça sera beaucoup plus rapide et puis vous n'avez pas besoin de faire une recherche. Parce qu'il faut bien s'imaginer ce que c'est une recherche Internet. Une recherche Internet, c'est poser une question à des centaines, voire des milliers de serveurs internationaux pour avoir une réponse le plus rapidement possible. Ça veut dire que votre question, elle va aller transiter sur tout un tas de machines qui sont situées on ne sait pas où, pour vous rendre une réponse le plus rapidement possible. Ça consomme énormément de ressources informatiques et donc d'énergie.
D'accord? Donc la limitation des requêtes, c'est quelque chose de vertueux. D'accord? Et là, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire quid des moteurs de recherche qui se disent éco-responsables. Je sais bien, on me dit, mais. Alors, déjà, nous, ce qui nous gêne, c'est pas qu'ils soient ou pas éco-responsables, c'est surtout le fait qu'ils le disent, enfin, qu'ils disent qu'ils sont éco-responsables et qu'ils vont changer la face du monde. En gros, c'est ce qu'ils disent. C'est faux. Voilà, c'est faux. Ils font juste appel à notre fibre écolo. Et comme on veut bien faire, on se dit, bah, tiens, on va essayer de les utiliser. Il y a 3 raisons pour lesquelles c'est faux, et on en a discuté avec eux, ils ne nous en veulent pas du tout, parce qu'ils nous ont même envoyé des clients. Donc, le premier point, c'est que ces moteurs de recherche, en général, c'est des couches supplémentaires qui ont été développées au-dessus de Bing et Google. Donc ça veut dire qu'on a déjà des moteurs de recherche qui existent, qui font le job, et on a été les mettre à notre sauce pour qu'ils... Bon, ça sert à rien, quoi. Autant utiliser Bing. D'accord? Déjà, premier point. D'autant que plus on fait de développement informatique, plus c'est lourd. Et moi, c'est vertueux en matière de numérique responsable. Bon, ils nous ont dit que c'était pas si lourd que ça, mais quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est qu'ils vont pousser à faire des recherches. Parce que je vous disais, on est tous écolos dans l'âme. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que voilà, vous êtes sensibles à ces sujets-là et que vous voulez bien faire. Donc, comme ces sociétés vous proposent soit de planter des arbres, soit de donner de l'argent à des associations, bah, vous avez envie de faire ça, normal, tout le monde. Sauf que, comme vous avez envie de planter un arbre, alors peut-être vous n'allez pas en faire plus des recherches, mais du coup vous allez dire, c'est bien, parce que quand j'aurai atteint, je ne sais plus, je crois que c'est 45, ils ont peut-être changé depuis, 45 recherches, on va planter un arbre. Bah ouais, mais ça c'est pas vertueux, comme ça vous pousse à faire des recherches. Ce qui serait vertueux, ce serait de dire, on sait, parce qu'ils savent plus loin, voilà, qu'en moyenne, vous faites 10 recherches par jour. Ah, aujourd'hui, vous n'en avez fait que 5. Là, c'est vertueux. Là, on va aller planter un arbre. D'accord? Vous voyez que le modèle économique, c'est pas le même. Et puis, le troisième point, c'est que c'est basé sur le modèle de la compensation. Alors, en environnement, le modèle de la compensation, on en pense ce qu'on veut. Nous, on n'en pense pas du bien. On pense qu'il vaut mieux déjà faire les bons gestes, plutôt que de faire les mauvais gestes, après essayer de corriger le tir. Bon, après, on va pas se lancer dans ce débat-là, on n'a pas le temps. Mais voilà, donc pour ces 3 raisons, il vaut mieux apprendre des bonnes pratiques de navigation, comme ce que je vous ai dit, enregistrer les favoris, les marque-pages, etc. Ou utiliser l'historique aussi. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à enregistrer les favoris ou marque-pages, retournez dans votre historique. Si vous allez régulièrement sur les sites, vous allez les retrouver. Et vous pourrez cliquer sur le lien et y accéder directement. Il y a aussi quelque chose qui est rentré très subrepticement dans les mœurs depuis les confinements, c'est la visioconférence. Alors avant, c'est un truc qu'on ne faisait pas beaucoup dans les entreprises en particulier, on ne le faisait même pas du tout au niveau personnel, et puis il y a eu les confinements. Donc évidemment, ça a été super parce que ça nous a permis de continuer à travailler, avoir des relations avec nos proches, etc. Sauf que cet usage s'est vraiment immiscé dans nos pratiques, et que maintenant, regardez, quand on vous propose une réunion, même si c'est à 2 personnes en 2 personnes, et bien hop, on vous envoie un lien Zoom, Meet, Teams, voilà. Bon bref, il y en a plein. D'accord? Google Meet, je veux dire, si on est 2, qu'on n'a pas besoin de se voir et qu'on n'a pas besoin d'échanger les documents à l'écran, on n'a pas besoin d'une visioconférence. On peut s'appeler comme avant, ça marche aussi. Mais sauf que voilà, on s'est habitué et puis on trouve ça confortable. Et puis, alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser, parce que c'est bien aussi de se voir quand les gens sont loin, et puis parfois on a des documents à partager. Mais juste posons-nous la question là encore. Je veux organiser cette réunion, est-ce que j'ai besoin de mettre en place une visio? Ou est-ce que je ne peux pas juste appeler la personne? D'accord? La visioconférence est beaucoup plus impactant qu'un appel téléphonique, à cause de la vidéo, c'est du streaming. D'accord? Bon, après on peut désactiver sa caméra, mais bon, vous voyez? Donc, tout ça pour dire qu'il y a des usages, on va le voir aussi dans le domaine personnel, il y a des usages qui se sont imposés à nous sans vraiment y prêter attention, finalement. C'est un peu la même chose avec les messageries instantanées. Alors, ça touche plutôt les jeunes populations, quoique, aujourd'hui, qui n'a pas de groupe WhatsApp? D'accord, dans cette salle. D'accord. Mais c'est encore plus vrai chez les jeunes. Les jeunes ne se téléphonent plus. Moi, j'ai fait un mémoire sur le sujet il y a quelques années,
Et j'ai interviewé 10 jeunes entre 16 et 24 ans. Et la première question que je leur posais, c'était à quoi vous sert votre smartphone? Il n'y en a aucun qui m'a dit à téléphoner. Je leur ai dit, mais c'est un téléphone en fait. Ah ouais, non, mais il y a juste mon père qui m'appelle, en fait, personne m'appelle, ça sert à rien. Voilà. Mais pour moi, c'était juste incroyable. Mais moi, j'ai une fille qui a 17 ans, elle peut envoyer 10 messages vocaux d'affilée à la même personne. Elle enregistre, elle envoie, elle enregistre, elle envoie. Je lui dis, mais appelle-la en fait. Elle me dit, non, parce qu'elle fait autre chose et tout, non, c'est mieux comme ça. Et je lui explique, je lui dis, ouais, mais c'est pas la même chose en fait. Parce que passer un appel téléphonique, voilà, en termes d'environnement, c'est le réseau téléphonique, même si c'est... Voilà. Enregistrer un message, c'est créer de la donnée informatique, numérique, il faut rappeler, des fois 3,7, là, on a vu tout à l'heure. Donc c'est créer un fichier qui va aller transiter sur Internet et qui va rester en plus. Parce que même si la conversation après, elle va passer à autre chose, le fichier, lui, il est créé, il va rester quelque part. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Envoyer un SMS, c'est pas la même chose non plus. C'est ça, le SMS. Oui, c'est beaucoup plus vertueux le SMS. Alors, sachez qu'en France, pour l'instant, en tout cas l'année dernière, le SMS restait le médium de communication le plus utilisé. Mais l'utilisation de la messagerie instantanée prend 10% par an. Donc ça veut dire que bientôt, ça va être détrôné par le SMS. Bah, tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est... le SMS, on est sur de la donnée... Enfin, on n'est pas sur de l'octet, quoi. Enfin, ça prend, c'est très peu en fait, c'est du kilobytes, quoi. Enfin, c'est tout petit, quoi. Après, sauf si vous vous envoyez des images ou des vidéos, des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir en termes environnementaux avec l'échange de données, et en plus, surtout, de données photos, de données vidéo qui s'échangent, voilà. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et c'est sûr que faire un hockey sur WhatsApp, ça coûte beaucoup plus cher qu'un hockey sur SMS. Ouais. Absolument, si on mesure le poids environnemental. Alors après, c'est compliqué à mesurer, hein, parce que après on nous dit, ouais, mais c'est quoi les chiffres? En fait, on n'en sait pas grand-chose, c'est un peu compliqué, mais on sait que c'est plus impactant. Ouais. Parce que le process, c'est pas du tout le même, ça part pas sur les mêmes réseaux, en fait. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui, c'est le smartphone, en fait, il a créé des usages qu'on n'avait pas avant. Voilà. Donc, et ces usages, c'est vrai que si on ne se questionne pas, et si les jeunes ne se questionnent pas, ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit bah ouais, mais ça n'a pas le même impact. Streaming, on a vu, hein, le streaming, encore une fois, c'est regarder des vidéos en direct, connectées. C'est beaucoup moins impactant sur l'environnement de télécharger votre contenu et de le regarder ensuite. D'accord? Parce que quand vous téléchargez votre contenu, vous êtes en direct seulement le temps du téléchargement. Il faut que je fasse un schéma. Je le dis depuis longtemps, mais il faut que je le fasse. Il faut bien s'imaginer ce que ça veut dire quand on regarde. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une vidéo? Il y a des serveurs, quelque part, dans le monde, c'est pas trop, d'accord? Des gros data centers avec des serveurs dedans, sur lesquels sont stockés des films ou des vidéos, d'accord? On va les choisir, ils vont nous être envoyés via des réseaux. Alors, réseau, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être soit des réseaux... soit 4G, enfin, via des antennes relais, un réseau téléphonique, soit ça peut transiter sur Internet via les câbles transocéaniques, par exemple. Enfin, il faut toujours quand même une infrastructure entre les deux, hein, ça ne part pas dans les nuages. Hein, d'accord, pour arriver sur notre infrastructure personnelle sur lesquelles on va les visualiser, les visionner, que ce soit notre télé connectée, notre smartphone, notre ordinateur, notre tablette. D'accord. Quand on est en streaming, tout fonctionne en même temps. Tout ce que je vous ai décrit, là, ça fonctionne en même temps. C'est du direct live, quoi, en fait. D'accord? Quand on télécharge, on récupère notre film, ça va durer, je sais pas, 1 ou 2 minutes, et après, hop, on est que sur notre infrastructure à nous, personnelle. Le réseau, tout ça, les serveurs, c'est bon, on n'utilise plus. D'accord? Donc ça fait toute la différence, parce qu'en termes d'utilisation de puissance informatique et de consommation d'énergie, c'est pas du tout la même chose. Donc quand on peut, bonne pratique, c'est de télécharger, même chose pour l'audio, hein. Même si on utilise des Deezer, des Spotify, etc., préférons le téléchargement, c'est-à-dire d'ailleurs il le propose, hein, téléchargeons nos playlists sur notre smartphone, si on peut, plutôt que d'être toujours en streaming. Alors le fichier audio il est moins gros que le fichier vidéo, mais quand même. Excusez-moi. Oui? Est-ce que le replay, c'est du streaming? Alors ça c'est une bonne question parce qu'on me pose souvent la question, moi je dirais oui.
Je pense que oui, c'est du streaming, ouais, quand vous êtes en replay, vous êtes en streaming. C'est-à-dire que votre contenu, il est stocké quelque part, et vous y faites appel. Ben, pas toujours, on peut pas toujours. Parfois, on peut. Ça dépend des contenus, ça dépend. Par exemple, si vous êtes sur les plateformes de vidéos à la demande bien connues, américaines, commencent par un N, il y a certains films que vous pouvez télécharger, mais le problème, c'est que si vous êtes là-dessus, vous ne pouvez pas télécharger. Si vous êtes sur un smartphone, vous pouvez télécharger. Ou une tablette, vous pouvez. Mais sur un ordi, vous ne pouvez pas. Parce que j'ai pas de télévision et j'aime regarder en replay des émissions. Oui. Ben, vous avez raison. Non, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Comment faire pour essayer de limiter. Ben, je ne sais pas si vous pouvez. Alors, parfois, vous pouvez peut-être les télécharger, mais peut-être non. Mais encore une fois, le but. Il n'y a pas de proposition, je vois pas comment. Alors, si. Alors, attendez. Si. Il y a quand même des choses que vous pouvez faire. Alors, déjà, premier point. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Hein, vous avez bien compris. Moi, on donne juste des pistes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, voilà, on ne peut pas toujours faire autrement. Bien sûr que tout le monde utilise le numérique. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Vous pouvez quand même choisir la définition ce que vous regardez, c'est-à-dire la résolution. C'est-à-dire, vous pouvez regarder en haute définition ou en moins grande définition. Un film, par exemple, on va vous proposer de le regarder en HD, par exemple. Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, il y a plusieurs types de définitions pour que ce soit très clair, enfin, vous voyez, qu'il n'y ait pas de pixels, etc. Si vous regardez sur un petit écran, honnêtement, que vous soyez sur un écran d'ordinateur, par exemple, ou une tablette, ou encore pire sur un smartphone, que vous soyez en HD, HDD, machin, ça ne sert à rien. Autant être en résolution la plus basse possible. Donc du coup, ce qui va passer dans le tuyau, on va dire ça comme ça, entre les serveurs et votre machine, ça sera moins gros. Donc déjà, ce sera plus vertueux. D'accord? Donc ça, par exemple, vous pouvez, alors, après, il faudrait regarder, puis voir comment... Sur toutes les plateformes, vous pouvez choisir ça. D'accord? La résolution, en fait. C'est la qualité de ce que vous regardez. Alors, ce sera peut-être la moins bonne qualité, mais encore une fois, quand on est sur un petit écran, ouais, si on est au ciné, oui, bien sûr, on va le voir. Mais si on est sur un écran comme ça, non. Mais regardez le matin dans le métro. Hein. Regardez les gens, les gens sont tous sur leur smartphone et regardez ce qu'ils regardent. Moi, je me permets, des fois, c'est que de la vidéo. Les gens sont sur YouTube, Netflix, enfin, que de la vidéo. Et alors, je suis pas sûre qu'ils téléchargent tous. Quoi. Alors le pire, puisque évidemment, le pire, c'est quand on fait ça dans le TGV. Alors là, en termes d'impact, pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas connecté, alors au TGV en 4G, pas connecté au Wi-Fi du TGV, de toute façon ça marche pas très bien. Quand vous êtes en 4G, donc sur le réseau téléphonique, à regarder une vidéo ou un film dans un TGV, c'est très consommateur. Parce qu'en fait, le signal va toujours essayer de se raccorder de se raccorder à un réseau pour capter. Et ça consomme beaucoup de ressources. D'ailleurs, regardez, votre batterie de téléphone, elle va baisser très très vite. En général, c'est plus vertueux, c'est moins consommateur d'énergie de regarder du contenu quand on est connecté à un réseau Wi-Fi. Encore mieux à un câble, ADSL, si vous avez encore des câbles. En plus, ce sera plus rapide. D'accord? Donc si vous êtes chez vous, si vous êtes dans un endroit où il y a du Wi-Fi et que vous voulez regarder, un film ou une vidéo, c'est mieux de se connecter au Wi-Fi que de rester en 4G. C'est 20 fois plus énergivore de regarder un contenu en 4G par rapport au Wi-Fi. Justement parce que quand on est en 4G, il y a des... Alors, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais le téléphone, il va toujours essayer de capter le signal. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Il ne faut pas rentrer dans des trucs trop techniques, en plus je ne maîtrise pas. Donc voilà. J'arrive presque à la fin. Juste sachez qu'en France, il y a des lois. Donc on a la chance d'avoir des lois quand même qui commencent à donner des cadres à ces pratiques numériques, que ce soit personnel, mais aussi en entreprise. La loi contre l'obsolescence programmée, elle existe déjà depuis 2014, hein, c'est pas tout récent. Elle a été assez peu appliquée à part suite aux plaintes déposées par HOP, d'accord, mais là ça commence à s'accélérer.
Vous savez probablement que depuis le 1er janvier 2021, si vous voulez acheter un smartphone, un ordinateur, une tablette, vous avez dessus, enfin le fabricant et le distributeur a l'obligation d'afficher un indice de réparabilité. C'est pas toujours fait, hein. Justement, hop, là, l'association sont allés avant Noël là, faire un petit sondage dans les magasins, dans les grands magasins parisiens. Il y en avait plein qui n'avaient pas affiché les indices de réparabilité. Hein. Ça, c'est interdit. Hein. D'accord? Et bien, leur dire, ou alerter les services de consommateurs. C'est interdit. La loi oblige, depuis le 1er janvier 2021, sur certains types de matériel, à afficher ces indices de réparabilité pour les clients. Donc, s'ils ne sont pas affichés, donc ils avaient fait des petits stickers. Où est l'indice de réparabilité? C'était un espèce de truc, je ne sais plus, orange. Donc, ils avaient collé ça partout. Et ça va être élargi à tous les matériels électriques et électroniques, là, bientôt. Et ça va devenir, au 1er janvier prochain, 2024, l'indice de durabilité. C'est-à-dire qu'on saura, dès qu'on achète un matériel, combien de temps il est censé durer. Donc ça, c'est pour nous protéger, nous, finalement. Et puis, la dernière loi en date, c'est la loi qu'on appelle la loi REEN, réduction de l'empreinte du numérique français. Elle oblige, par exemple, elle a obligé, là, à la rentrée dernière, toutes les écoles d'ingénieurs informatiques à proposer dans leur cursus des cours ou des sessions de sensibilisation et sur l'éco-conception du service numérique et sur la sobriété numérique. Une obligation. D'accord? On pense que ça va s'élargir aussi à l'ensemble des écoles supérieures. Nous, on donne de plus en plus de cours en établissement supérieur, que ce soit école de commerce, école d'ingénieur aussi. Elle oblige aussi les collectivités locales de plus de 50 000 habitants à intégrer le numérique responsable dans leur feuille de route depuis le 1er janvier 2023. Donc aujourd'hui, par exemple, la ville de Paris a lancé une consultation sur ce sujet. Enfin, on travaille de plus en plus avec les collectivités locales. Nous, on a formé récemment la ville de Gennevilliers et on a sensibilisé les agents sur ces sujets-là. Et ça va se généraliser en entreprise aussi bientôt. Hein. Donc il va y avoir des obligations, ça évolue petit à petit. Voilà, donc là je vous ai indiqué les sources que j'avais utilisées pour créer cette présentation. Vous retrouverez d'ailleurs là des livres et puis aussi des petites documentations que vous pourrez prendre qui ont été faites par l'ADEME justement sur ce sujet-là. Je vous invite à les lire, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez peut-être, on peut prendre quelques... Si on est dans les temps, je ne sais pas du tout quelle heure il est. 17h20. 17h20, on peut peut-être... Est-ce qu'il y a des questions? Non. Allez-y. Moi, c'est par rapport au moteur de recherche. Vous avez dit qu'il y avait un moteur de recherche qu'il faut venir rechercher dans un moteur de recherche. Quel était le moteur de recherche? Non, les moteurs de recherche qui se disent éco-responsables, voilà. je pensais à Lilo et Ecosia. Notamment. Mais il y en a d'autres. Hein. Je n'avais pas envie de dire de nom, parce qu'en fait, enfin voilà, c'est pas... Donc, si vous voulez vraiment faire de la navigation responsable, il faut apprendre à naviguer avec ce que j'ai dit là, enregistrer, favoriser, etc., plutôt que d'utiliser ces moteurs. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais voilà. Mais ce que vous dites, que c'est derrière, ils réutilisent les Oui. Ecosia et Lilo, c'est Bing et Google avec une interface utilisateur Ecosia et Lilo. Le seul qui n'utilise pas, qui a redéveloppé son moteur, c'est Quant. Les Quant, c'est un autre sujet, c'est la sécurité des données. Pourtant, on connaît la force de Google et quand on fait des recherches sur Google, on voit un peu les publicités personnalisées qui tiennent compte de tout notre historique de recherche. Ah bah oui, alors ça, c'est un autre sujet. Oui, ça. mais alors que lorsqu'on utilise un Ecosia ou Quant, j'ai pas l'impression que cet historique... Parce qu'ils doivent utiliser des adblocks, des choses qui bloquent les pubs. Enfin, ils adaptent, hein, mais derrière, le moteur, c'est du Google. Ils n'ont pas redéveloppé, ils ont juste développé une couche. On donne autant de force, autant d'éléments à Google en passant par Quant ou par Ecosia. Ah non, alors Quant, c'est différent. Hein. Quant, justement, j'ai pas dit Quant. Ah non, Quant, c'est complètement différent. Quant, ils ont redéveloppé. Leur argument de vente, vous l'avez vu dans les pubs dans le métro,
tracer. Justement, on ne trace pas. Parce que Oui. s'il commençait à le faire, il serait mort. Oui, et la différence, c'est que Quant, eux, pour le coup, ils ont redéveloppé un moteur. C'est pas, derrière, c'est pas du Google ou du Bing. Ouais. Mais la souplesse, si vous voulez, de Google par rapport à Quant, il n'y a pas photo. Ça dépend. Ah, bah, J'utilise après, Quant depuis 2013 et je m'en porte très très bien. Depuis 2013, j'utilise Quant et j'utilise pas Google. Sauf exception quand je fais Scholar Google pour des références scientifiques. C'est la seule, comment dire, entorse que je fais. Ah, mais j'utilise pas trop Google du tout. Alors pour upgrader nos connaissances, quand ils sont... comment on fait? Oh, bah, il y a plein d'autres moyens que d'utiliser. Après, Non, mais je veux dire, à tout niveau, de tout ce que vous avez dit, il y a plein de choses, je me suis dit, mais comment tu vas faire pour apprendre? ah, bah, voilà, Sachez que pour Google, les Français sont les plus googlisés au monde. Je veux dire par là que vous allez en Corée, il n'y a pas de Google, vous allez en Russie, il n'y a pas de Google, vous allez aux États-Unis, c'est moins de Google qu'en France. Oui, non, mais La France est le plus googlisé au monde. le... Donc il y a des alternatives, simplement. oui, mais il n'y a pas que Google, je veux dire, en termes de connaissances. Il y a toutes Bah, les Wikipédia. pratiques que vous avez apprises, Ah oui. que vous avez citées. Tout. Bah, là, vous avez, dans les petits flyers là, que vous allez prendre, c'est des résumés. Alors, ça, vous verrez que ça résume un peu tous les points qu'on a vus. Juste pour rebondir sur Google, en fait, on a été invité, on était peut-être une quarantaine d'associations, enfin d'institutions diverses, à avoir été invités en fin d'année dernière par Google. Ils ont organisé un dîner dans un très bon restaurant. Parce qu'il y avait leur responsable développement durable mondial qui venait en France et donc on a pas mal parlé. Ils sont, alors c'est pas du tout pour défendre Google, hein, absolument. Mais franchement, on les a bien challengés, on les a pas du tout ménagés et sur cet aspect-là du numérique plus responsable et ils écoutent. Hein, alors ils font des choses après, bon voilà. Mais on les a, enfin. C'était assez marrant parce que les gens qui étaient là n'avaient pas la langue de leur poche, quoi. Et je pense qu'ils les avaient choisis aussi pour ça d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'ils voulaient faire un peu de lobbying, mais qu'ils étaient prêts quand même à entendre des critiques et c'était assez intéressant. Voilà. Bon. Après, on verra ce que ça donne. Non, mais il y a l'aspect écologique, et ça je peux comprendre, ils peuvent faire des progrès comme beaucoup. Moi, je mettais en cause aussi la question de la souveraineté sur les données. Vous vendez à Google des données, mais vous les rendez richissimes par ça. C'est tout. Parce qu'ils font de la traçabilité. Bah, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets quand même. Oui, non, on est d'accord. C'est surtout ça, la différence par rapport à Bon. Bah, je vais vous passer la parole alors. Oui, j'espère. Voilà, sur un des sujets, hein, l'éthique du numérique qui effectivement rentre dans le périmètre. Bon, si, moins que vous dites. Non, mais je pense qu'il n'y a plus de questions, enfin, a priori. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez me... si je voulais juste préciser quelque chose, donc Point de Mire, c'est l'association, donc vous pouvez retrouver en ligne, évidemment. Alors ne cherchez pas trop sur les réseaux sociaux, hein, vous ne trouverez pas. On a seulement une page LinkedIn qui s'appelle Maison de l'informatique plus responsable. On avait une page Facebook, mais on ne l'utilise plus, on n'est pas sur Insta, on n'est pas sur... on était sur Twitter, mais on va arrêter. Vous avez un site? Pour des questions d'engagement, on va dire. On a un site, oui, alors c'est www. Comme un point, du 6, donc du 6, mir.com. Alors, sur le plan professionnel, moi j'ai été chercheur au CNRS d'abord, et puis ensuite dans l'industrie, directeur de programme de recherche-développement, dans différentes sociétés industrielles, sur des sujets qui avaient trait aux nouvelles technologies de l'énergie. Donc ça nous amène au sujet de l'énergie qui a été le biais par lequel vraiment les préoccupations environnementales pour moi sont arrivées. Donc j'ai travaillé sur la conversion photovoltaïque d'énergie solaire, les piles à combustible, l'hydrogène, les moteurs et les batteries des véhicules électriques, puisque j'ai terminé chez Renault. Voilà. J'étais directeur scientifique. Alors quant au numérique, j'y ai trempé d'abord en tant que chercheur qui développait des modèles de simulation informatique comme chercheur, et puis ensuite dans l'industrie à travers des technologies des écrans plats, puisque j'ai travaillé sur le développement, fabrication des écrans plats à un moment, des technologies embarquées aussi de télécommunications et d'intelligence artificielle appliquées
aux véhicules connectés et à conduite automatisée, les fameux véhicules dits autonomes. Donc voilà, ça c'est un peu mon bagage et ma compétence, disons, professionnelle. Parallèlement, dans un domaine totalement différent, je me suis engagé depuis plus d'une vingtaine d'années aux côtés des personnes en précarité et des personnes âgées et isolées dans le cadre de la Société Saint-Vincent-de-Paul et dans l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement. Ce qui m'a amené en particulier à toucher de très près la précarité numérique pendant la première période du confinement, hein, vous vous souvenez, de 2020, où tout le monde était renvoyé sur... Il y avait une injonction à aller sur Internet, et il y avait une panique et un stress qu'on a pu constater vraiment, qui m'a amené vraiment à regarder ça, à voir ça de très près. Et enfin, troisième aspect, je suis membre, comme l'a dit François de Catherine, du comité national pilote, c'est intéressant, d'éthique du numérique, qui a été créé sous l'égide du comité consultatif national d'éthique, qui lui va bientôt fêter ses 40 ans. Donc ça a été créé il y a 3 ans, par à l'époque le Premier ministre qui s'appelait Édouard Philippe, et nous avons beaucoup travaillé depuis ce temps-là. Donc on a commencé à travailler en fait pendant le confinement, donc on a utilisé beaucoup la visioconférence, et on a publié des avis sur des saisines gouvernementales et des autosaisines sur des sujets qui concernent le numérique, qui sont très variés. Hein. Ça allait depuis des sujets concernant les diagnostics médicaux et l'intelligence artificielle, sur les agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots, sur le véhicule à conduite automatisée. En ce moment, on travaille sur un avis sur les plateformes de données de santé, etc. Donc beaucoup de sujets et qui sont passionnants, mais qui nous amènent à beaucoup travailler sur ces questions d'éthique du numérique. On a aussi publié un manifeste pour une éthique du numérique, donc ça j'en ai quelques exemplaires. Et puis on a publié un ouvrage qui est paru en février 2022 pour une éthique du numérique, dans laquelle j'ai commis un article sur écologie intégrale et éthique du numérique. Et c'est un peu ça d'ailleurs qui va être le biais par lequel je vais commencer, je vais vous adresser. Donc comme je disais à Céline Ferré nous a analysé en détail tout le cycle de vie des technologies numériques, du matériel, leur impact environnemental et les gestes pour réduire cette empreinte, je ne peux pas en parler. Je vais essayer de voir 3 aspects des enjeux écologiques du numérique sous l'angle de ce qu'on appelle l'écologie intégrale, qui sans doute, compte tenu du fait qu'il y a un groupe Laudato Si ici, va vous faire écho à un certain nombre d'aspects. Alors le premier défi, et on l'a déjà vu un peu, c'est ce que j'appelle l'anthropocène numérique. J'ai associé 2 mots qui résonnent entre eux, qui combinent la transition climatique et écologie planétaire, qui est induite par les activités, on sait, prédatrices cumulées de l'humanité, et la transition numérique, également planétaire, dans laquelle nous sommes entrés. Donc, comment on articule ces 2 transitions? Le deuxième aspect porte sur les différents niveaux de responsabilité d'une éthique environnementale du numérique. Bon, là, on a déjà un peu largement ouvert le sujet, vers la sobriété numérique, qui concerne non seulement l'éco-conception des objets techniques et des algorithmes par les inventeurs, leur déploiement par les grandes entreprises et les pouvoirs publics, et leur usage par chacun. Donc ça, c'est un peu ce qui a déjà été abordé par Céline. Le troisième aspect, c'est l'éthique sociale du numérique, qui est indissociable de l'éthique environnementale, dans la perspective d'une écologie intégrale, en particulier sous l'angle de l'inclusion numérique, qui signifie justice, fraternité et sollicitude numérique. Regardez un petit peu cet aspect-là que j'appelle la fraternité numérique. Alors l'anthropocène numérique, bon, le mot anthropocène, vous avez peut-être entendu, c'est un mot qui a été inventé en 2000, donc il y a 22 ans, par un prix Nobel de chimie qui suggérait qu'on était entré dans une nouvelle ère, parce que anthropo, c'est-à-dire qu'au lieu de l'holocène, on est maintenant dans l'ère géologique où l'homme, l'activité humaine, non seulement détermine finalement l'évolution planétaire au niveau quasiment même du climat et même, on peut dire, de la géologie, compte tenu de ce qu'on a dit, de l'activité minière, de l'impact du réchauffement climatique finalement sur les territoires et aussi les submersions, etc. Donc tout ça, depuis quelques années, en particulier 2022, on constate l'accroissement des phénomènes climatiques extrêmes, la perte de la biodiversité, des risques à grande échelle de submersion de territoire, de pollution, de pandémie, etc. Toute cette prise de conscience a été accélérée en quelques années, prise de conscience des populations et des gouvernements qui, de COP après COP, il y a les COP climatiques, les COP biodiversité,
montre l'urgence d'une transition écologique commune et coordonnée pour préserver l'avenir de l'humanité, de la biodiversité animale et végétale sur la planète, tout en s'y adaptant, bien entendu. Au même moment, au moment de cette prise de conscience, pratiquement les 20 dernières années, c'est là qu'on a vu aussi, on vit une transition numérique fulgurante, pour reprendre une expression d'un ouvrage de Pierre, le titre d'un ouvrage de Pierre Giorgini, qui touche l'économie, les rapports sociaux, la culture, l'intimité de chacun, et qui est fondé sur l'accroissement rapide de la puissance des microprocesseurs, la massification des données échangées, mémorisées et traitées algorithmiquement par des machines de plus en plus miniaturisées, distribuées, et une intelligence artificielle de plus en plus invasive et sophistiquée. Donc ces deux transitions, écologiques et numériques, bien que coïncidentes, il se trouve que sont en parallèle, et on les vit en parallèle, n'ont pas été immédiatement envisagées comme nécessairement corrélées. Il y a eu même pendant un certain temps des discours sur la dématérialisation, la virtualisation des échanges par le numérique qui laissaient croire que tout ça c'était gratuit et que ça n'avait aucune réalité matérielle et énergétique. Évidemment, ce que vient de nous dire Céline nous montre bien le contraire. Mais depuis quelques années, le débat sur l'articulation des deux transitions est clairement posé, tandis que l'empreinte du numérique commence à être vraiment évaluée comme très significative et non soutenable. Les pouvoirs publics, aux échelons nationaux et internationaux, commencent à proposer des plans de transition écologique s'appuyant sur un numérique soutenable. Il suffit de regarder le pacte vert européen, pour qui, et je cite, les technologies numériques s'avèrent d'une importance cruciale pour atteindre les objectifs fixés en matière de développement durable, et ce, dans une grande variété de secteurs. Donc on là voit bien articulation entre transition écologique pour atteindre la neutralité carbone en 2040 et transition numérique. Donc, comment les deux peuvent se coupler. Alors à cet enjeu environnemental et numérique se conjugue un enjeu économique et social, condition sine qua non d'une double transition réussie. Le Conseil européen, qui est lui le Conseil des gouvernements de l'Union des 27, a très justement insisté sur le potentiel que représente la double transition en matière de création de nouveaux emplois verts et numériques nécessaires à la reprise économique. Et a souligné aussi que la transition numérique devait être équitable et inclusive et ne laisser personne de côté. Donc ça, j'ai une citation d'une part du pacte vert européen, de l'autre du Conseil européen. Donc en fait, on voit que l'éthique du numérique, elle est associée de prime abord, qui est d'abord associée à la protection des données. On parle beaucoup d'abord, les premiers sujets d'éthique du numérique, c'est la protection des données personnelles, le respect de la vie privée, la neutralité ou la transparence des algorithmes, les enjeux de contrôle humain. On voit bien que ça prend également une dimension éminemment écologique et sociale dans le contexte de l'anthropocène. Donc on a vraiment cette dimension, c'est un peu là-dessus que j'insiste, c'est que l'éthique du numérique a plusieurs dimensions, mais c'est vraiment l'aspect environnemental et social, c'est qu'elle devrait pointer. Alors on parle d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est si tout le monde finalement s'accorde maintenant sur le constat des conséquences de l'activité humaine sur l'environnement, l'écologie se caractérise par une variété de courants philosophiques et de projets politiques. Luc Ferry, le philosophe qui a été ministre, a dénombré pas moins de 7 écologies. Il a écrit un ouvrage, les 7 écologies. Donc cette diversité idéologique nécessite de se situer, en rappelant quelques valeurs et repères d'une réflexion éthique sur le numérique et ses enjeux écologiques. Et depuis l'encyclique Laudato Si du pape François, l'Église catholique promeut une écologie intégrale dans ses composantes environnementales, économiques, et sociales, culturelles, et ce qu'il appelle l'écologie de la vie quotidienne et l'écologie humaine, en insistant sur la justice entre générations et sur le fait que tout est lié. Cette écologie intégrale étend la notion de bien commun à toute la planète et veut redonner du sens, de l'espérance et de la joie par une fraternité universelle en harmonie avec tout ce que Michel Serres, qui est décédé le dernier, appelle la biogé. Mais elle unifie aussi ce que Félix Guattari, qui lui n'était pas un chrétien, appelait à l'époque les 3 écologies, mentale, sociale et environnementale. Donc une telle conception, qu'on peut appeler holistique de l'écologie, n'est pas réservée aux catholiques, puisqu'elle comporte une veine d'influence républicaine, non religieuse, qui est défendue en particulier par Delphine Balto et Dominique Gouault. Delphine Balto a publié un livre qui s'intitule Écologie intégrale, le manifeste. Elle a publié ça en 2019.
Donc il y a aussi une veine transconfessionnelle, on peut dire, puisque œcuménique et interreligieuse. Donc dans une acception que j'appellerais ouverte de l'écologie intégrale et aussi d'une théologie au sens chrétien de la création, au-delà de la stricte nature, les nouveaux agents numériques, robots ou systèmes d'intelligence artificielle, qu'on appelle parfois des quasi-objets ou des quasi-sujets, ça c'est des appellations qui sont reprises par des philosophes, un autre qui est décédé encore récemment, qui s'appelait Bruno Latour, ça font partie du bien commun. Hein. Tout ça, ça fait partie du bien commun. Ce sont des objets, mais qui sont intégrés dans ce qu'on peut appeler la communauté créationnelle, entre guillemets, pour reprendre un terme du théologien Jürgen Moltmann, et dont l'homme est à la fois l'intendant et le co-créateur. Hein. Donc l'homme, finalement, dans la création, il est l'intendant, mais il est aussi quelque part le co-créateur. Il poursuit, il impacte la création. Et dès lors, l'écologie, qui finalement, quand on remonte l'éthique, hein, dans la mesure où on remonte à la première version de l'éthique, qui était le projet d'une vie bonne, personnelle et collective, c'est ça, la première version de l'éthique, c'était pas d'abord la norme, hein, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que vivre heureux, quoi. C'est ça l'enjeu de l'éthique. Donc l'enjeu, si l'éthique, son projet, c'est une vie bonne, personnelle et collective des êtres humains, appliquée à l'écologie intégrale, elle doit inclure le numérique et appliquer tous les non-humains, qu'il s'agisse des autres êtres vivants ou des artefacts. L'éthique environnementale, l'éthique sociale, ils sont bien sûr indissociables. Donc on a ici, voilà, l'éthologie intégrale, c'est une vision très holistique de l'ensemble, hein, du bien commun. L'éthique associée, couplée à ça, c'est une éthique qui doit prendre en compte non seulement l'impact sur la réalité matérielle, mais sur nos vies, sur tous nos comportements, et surtout le statut de ces objets qui eux-mêmes font partie de la création, au même titre que les autres non-humains que sont les végétaux et les animaux. Alors, l'éthique de responsabilité environnementale du numérique, on l'a déjà vu, elle a été largement touchée du doigt par Céline Ferret, qui a parlé de comportement, et c'est d'abord donc une éthique de responsabilité, ça a bien été dit, hein, qui vise dès l'éco-conception des objets et des services numériques en visant la réduction des ressources consommées pour les produire, et puis l'impact environnemental de leurs usages, et enfin leur recyclage ou la gestion de leur fin de vie, ce qui a été largement développé. En mise en amont de la réglementation, l'éthique de responsabilité interroge aussi la pertinence même des innovations numériques, et elle oblige à évaluer leurs réels effets et leurs réels bénéfices environnementaux. Ainsi, on invoque souvent, et à juste titre, certains bénéfices du numérique dans la surveillance et la modélisation des impacts environnementaux, ou dans la gestion des espaces agricoles ou forestiers, ce qui met bien la transition numérique au service de la transition écologique. Mais dans d'autres cas, on peine encore à quantifier les réels bénéfices environnementaux, qui sont souvent invoqués mais peu vérifiés. Je pense en particulier à est-ce que dans le domaine de la mobilité, est-ce que le télétravail ou est-ce que la véhicule à conduite automatisée ont un réel rapport bénéfice-risque ou bénéfice-impact positif. Ça reste à prouver. Il y a encore des choses sur lesquelles il y a des vœux pieux, où il y a des effets d'annonce, et c'est pour ça qu'il faut être assez prudent sur ça, et qu'il faut interroger, donc bien entendu, la pertinence des développements, des innovations. Cependant, l'éco-conception, ça ne suffit pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, qui a été mentionné par Céline, et l'effet rebond, c'est un effet inflationniste sur la demande et sur l'impact environnemental du numérique. Dès lors, une invitation à la sobriété numérique, qui est une version moderne de la vertu de tempérance, hein, qui était une des vertus, si vous regardez les 4 vertus cardinales et pathéologales, il y avait la tempérance, il y avait le courage, il y avait la justice, et puis il y avait la prudence. Hein, c'est les 4 vertus. La tempérance. Donc ça semble incontournable, tant pour les concepteurs et les opérateurs qui déploient ces technologies que les développeurs et que pour les utilisateurs individuels. Ça doit être une sobriété qui, pour être heureuse, doit être acceptable, mais qui sollicite une responsabilité transgénérationnelle, on l'a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, après nous le déluge, ou après nous, qui va pouvoir continuer à vivre sur cette planète, et une sobriété qui valorise la limite comme principe d'action, qui s'inscrit dans la sagesse universelle, en particulier biblique,
Hein, souvenons-nous que la Bible, c'est d'abord le sabbat, et puis ensuite c'est les jubilés, c'est-à-dire des années où on remet tout à zéro régulièrement. Hein. Le jubilé, c'est ça, le jubilé de 50 ans, c'est on redistribue les terres, on repart à zéro. Alors, ça n'a jamais été réellement appliqué, mais le message biblique, il est quand même articulé sur cette notion d'une limite. Et puis, on peut invoquer aussi cette éthique de la non-puissance, qui est chère à un philosophe théologien protestant qui s'appelle Jacques Ellul. Et je vous invite à relire, parce que pour résister à la tentation de saturer la planète d'objets connectés, de centres de calcul, de sites de stockage de données, qui sont rendus de fait de plus en plus vulnérables. Donc, l'éthique de la non-puissance, c'est ce que Jacques Ellul proposait. Concrètement, pour les concepteurs, ça peut se traduire par beaucoup de réemploi des composants et des équipements, la dissociation aussi entre des mises à jour correctives et des mises à jour qui sont évolutives, des logiciels, au juste nécessaire. Et du côté de la demande des utilisateurs, les gestes vertueux écologiquement qui sont connus et que Céline Ferré nous a rappelés. Donc ça, c'est pour ce qui concerne vraiment l'aspect environnemental et impact environnemental du numérique, mais il faut aussi s'interroger sur finalement la réversibilité possible de certaines dérives dans des innovations que j'appellerais structurellement inflationnistes, telles que par exemple la 5G, ludique pour tout le monde. On parle de 5G, il y a des applications industrielles qui ont sans doute toute une pertinence, mais on parle actuellement de 5G ludique, on parle de métavers pour aller faire son marché, pour vivre dans un monde virtuel en permanence. Est-ce que tout ça a un sens? Et finalement, par rapport à l'impact environnemental et par rapport à la qualité de vie que ça implique. Donc là, il faut vraiment s'interroger sur, y compris, la réversibilité. Est-ce que, forcément, parce que c'est techniquement possible, il faut y aller, ou est-ce que non, on ne peut pas finalement revenir, non pas en arrière, mais dévier ces orientations qui nous paraissent comme aller de soi, parce que la technologie le permet, donc ça va se faire. Je crois qu'il y a une vraie question, c'est comment, éventuellement, donc, comment peut-on, non pas revenir en arrière, mais faire bouger le Titanic, dans le domaine du numérique en particulier. On pourrait, par exemple, spécifier des terrains de déploiement des innovations en hiérarchisant les priorités vitales pour le plus grand nombre, plutôt qu'en fonction de modèles de consommation solitaires et compulsives, puisqu'actuellement, qui sont guidés par, en particulier, l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, il y a un petit bouquin, vous savez, qui a été publié, qui s'appelle justement de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, qui date déjà de 2019, qui était un petit traité sur le marché de l'attention, et qui montrait comment tous les grands acteurs du numérique ne passent leur temps à nous solliciter pour qu'on en veuille toujours plus et pour qu'on soit en permanence en frénésie à utiliser ces objets-là, etc. Donc comment cet aspect compulsif du numérique, comment ne pas finalement le réorienter ou arriver à le déprioriser par rapport à des priorités vitales. Et ça, c'est vraiment, cela suppose évidemment de créer de nouveaux modèles économiques, hein, on l'a déjà évoqué, parce qu'effectivement, actuellement, il y a une bonne partie de l'économie qui fonctionne là-dessus, mais on pourrait aussi alors imaginer d'en arriver à programmer délibérément l'obsolescence de certains produits et services numériques pervers. Quand je dis leur obsolescence, c'est effectivement, finalement, arriver à les décranter pour que leur profitabilité soit inversée d'une certaine manière, qu'ils s'éteignent d'eux-mêmes, évidemment, au profit d'une restauration d'autres objets et services qu'on a jugés trop vite obsolètes. On parlait du SMS, hein, on parlait de l'alternative entre utiliser systématiquement WhatsApp par rapport à SMS pour la même chose, échanger du texte. Parfois il y a des photos, mais parfois il n'y a que du texte. Donc là encore, on voit bien qu'il y a des virages à prendre, ou des virages en tout cas à renégocier éventuellement. J'ai envie de vous citer un petit détour là, qui est de relire avec un chercheur du CEA qui est philosophe des techniques, qui s'appelle Vincent Montan, ce que pensait Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, mais qui est un philosophe des techniques des années 50, donc bien avant qu'on parle de transition numérique. Et Simondon considérait idéalement que le projet technique devait entraîner non pas une accélération, mais un ralentissement qui dégage du temps libre pour les êtres humains et ménage des ressources naturelles. Il stigmatisait une société de consommation dans laquelle les objets techniques ne sont pas suffisamment évalués en fonction de leur valeur technique ou des gestes et de l'intelligence humaine qui les ont engendrés, mais en fonction d'un halo psychosocial
d'images destinées à exciter la pulsion d'achat chez le consommateur. Et Simondon, à l'époque, donc dans les années 50-60, démasquait la tyrannie exercée au nom d'une pseudo-liberté de consommer qui déresponsabilise. Sa réflexion éthique le conduisait à prôner un mode de consommation qui, entre guillemets, adopte respectueusement l'objet, c'est-à-dire qui en soit responsable tout au long de son cycle de vie. L'originalité de son éthique des techniques le poussait à s'intéresser à la récupération et à la reconversion des objets techniques, vieillis et abandonnés. Il avait même un respect pour l'objet technique. Il estimait possible de leur donner, au-delà d'une simple restauration, le sens de ce qu'il appelait une réassomption. On n'est pas loin du langage religieux. Simondon était un peu prophète d'une écologie intégrale de la technique. Bref, je ferme la parenthèse. Troisième aspect, qui est celui que j'appellerais la justice, la fraternité et la sollicitude numérique, finalement, ça repose sur le fait que la démarche d'écologie intégrale nous ramène, comme je le disais, à la tradition première d'une éthique qui, selon Paul Ricoeur lui-même, le philosophe, déclinait comme une visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Une éthique qui parcourt le pôle du je, l'estime de soi, celui du tu, la sollicitude pour autrui, et le pôle du il, les institutions justes. Ces trois piliers, on peut dire, de l'éthique, rejoignent trois polarités de nos valeurs républicaines. La liberté, c'est plutôt le je, la fraternité, c'est plutôt le tu, et l'égalité, c'est plutôt le il. Vous voyez, ce triptyque, ça donne à penser, et d'une certaine manière, ça montre que l'éthique doit être, pour être équilibrée, elle doit avoir ces trois pieds. Si vous supprimez l'estime de soi, et que vous êtes que dans la fraternité et la justice, vous ne pouvez pas vivre heureux, et donc quelque part c'est pas éthique. Si vous supprimez le tu et le il, vous êtes dans l'égoïsme, l'égocentrisme, oui, bon, il faut bien qu'il manque d'autres dimensions. Quand vous êtes que dans la justice, vous risquez de faire le malheur des autres, puisqu'on sait bien que les apôtres ou les prophètes du bonheur pour tous, ça se termine souvent en dictature. Donc voilà, bref. Donc vous voyez bien l'importance d'équilibrer ces trois piliers de l'éthique. Alors si l'éthique sociale est le pendant de l'éthique environnementale, elle pose d'abord les questions d'égalité, de justice. L'égalité doit être revendiquée dans l'accès aux outils et aux services numériques, avec une formation adéquate, bien sûr, pour développer ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire la responsabilité et la sobriété de certains usages. La justice, en tout cas, doit prévaloir dans la prise en compte des impacts sur l'emploi, par exemple, au sein même des entreprises, ou dans des territoires et des services numériques qui s'implantent en se substituant à des solutions plus classiques. L'éthique sociale et donc politique invite aussi à prendre en compte le processus de consultation des populations concernées et les expérimentations des innovations avant leur déploiement, en veillant à conserver une certaine souveraineté locale sur les services collectifs. Je rouvre la petite parenthèse qu'on avait ouverte sur l'histoire de Google. Google, il y a l'aspect impact environnemental des moteurs de recherche, mais il y a aussi l'aspect souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté numérique en ce moment. C'est pas simplement un cocorico et puis mettre une forteresse autour, c'est aussi savoir, on parle de souveraineté individuelle, nos données, qui ne sont pas un attribut. La donnée personnelle n'est pas un bien matériel du point de vue du droit, elle est associée, c'est du droit de la personnalité. Mais en tout cas, ces données-là, elles sont mises à l'encan quand on utilise un moteur de recherche grâce et qui stocke nos données. Qu'est-ce qu'on a comme réflexion sur cette notion même de souveraineté? Ça relève aussi de l'estime de soi, d'une certaine manière. Je ferme la parenthèse. Donc justement, l'éthique d'une écologie intégrale du numérique, ça concerne bien sûr, comme je le disais, l'estime de soi et la liberté, les justices, on vient d'en parler, la justice et l'égalité, mais il y a bien sûr l'estime de soi et l'autre volet qui est la sollicitude pour autrui et la fraternité. Alors, si la liberté est le plus souvent invoquée s'agissant des protections de données personnelles, de vie privée et de consentement individuel, cette liberté présuppose l'égalité entre les individus qui doivent être des sujets autonomes. On parle beaucoup de consentement et on se pose beaucoup de questions dans l'éthique du numérique sur qu'est-ce que ça veut dire le consentement. Quand vous voyez défiler
ces pages et ces pages avec à la fin j'accepte, qu'est-ce que ça veut dire consentir? Alors, on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème de consentement, surtout même que la plupart des personnes, un être humain n'est pas un individu solitaire, c'est un être en relation. Et on voit bien que toute personne en relation est vulnérable. Nous sommes tous des vulnérables. D'une certaine manière, c'est même là que réside notre dignité. Hein. Donc on voit qu'une éthique de la personne et non pas de l'individu fait que l'enjeu n'est pas tant l'autonomie de l'individu dans le monde numérique que la fraternité numérique. Moi j'insiste beaucoup sur cette notion de fraternité numérique. On est des êtres en relation avec le numérique et on doit d'une certaine manière être solidaire, y compris de ses usages. Il y a un philosophe que vous connaissez sans doute de nom, Emmanuel Levinas, qui considérait que l'éthique précède toute philosophie et commence par l'expérience du visage d'autrui, lequel, dans sa vulnérabilité, s'impose à moi d'une manière transcendante et, en gros, m'oblige, puisque de cette manière, c'est le visage de l'autre qui me dit « tu ne tueras pas ». C'est la grande réflexion sur le point de départ de Lévinas. Le théologien Bruno Chenu, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La trace d'un visage » chez Bayard, il est décédé il y a un peu moins d'une dizaine d'années, a ajouté dans cet ouvrage qu'il y a du même dans l'autre et c'est pourquoi la rencontre des visages est possible dans l'interaction du donné et du recevoir. Alors on dirait quel rapport avec le numérique, tout ça? Et bien finalement, le visage, c'est, selon l'expression de Bruno Chenu, le nœud charnel du dire et du voir, hein, de la parole et de la vision. Or, le numérique est précisément sans visage. Bien que l'on projette sur lui des capacités humaines, d'intelligence, d'autonomie, de partage d'émotions, voire d'empathie, par une dérive sémantique, un petit peu anthropomorphique, hein, puisqu'on attribue beaucoup de... On projette beaucoup d'anthropomorphisme sur le numérique, alors que nos relations virtuelles n'ont jamais été aussi faciles, visioconférences, téléphone portable, smartphone, etc. Le système numérique, en fait, se place en interface, au sens vraiment comme interface, entre nos visages. Et d'une certaine manière, il en défait ce qu'on appelle le nœud, ce que Bruno Chenu appelait le nœud charnel du dire et du voir. Hein, puisqu'il y a une image, il y a éventuellement maquillé, éventuellement traité, ou alors il y a tout un média entre nos visages réels. Et donc, cette interface du numérique tend à me déresponsabiliser d'autrui au sens de Lévinas, hein, puisque cette interpellation du visage de l'autre, finalement, elle est occultée du vrai visage de l'autre. Il s'agit donc de promouvoir une éthique du visage numérique qui restitue le vrai face-à-face. Et là, c'est un vrai enjeu qui laisse toujours paraître le vrai visage du plus vulnérable. Par son regard, sa parole et ses expressions charnelles dans le respect de la dignité humaine. L'éthique du visage numérique devient ici une éthique de la sollicitude, au sens anglo-saxon, on appelle ça le care, le care numérique en quelque sorte, la sollicitude numérique. Et bien entendu, concrètement, cela passe par des pratiques qu'on peut appeler auditables, mais une évaluation par les utilisateurs les plus fragiles eux-mêmes et les moins habiles, ou les moins experts techniquement, une déontologie et un discernement par les diverses catégories de personnes concernées sur l'accès au numérique, sur l'enregistrement d'images ou de sons, le stockage et l'exploitation des données et la diffusion d'informations. Je pense en particulier à ce qui s'est passé dans les EHPAD au moment où il y a eu le premier confinement. Comment mettre en relation à travers ces qui ont été utiles, qui ont permis à des familles de discuter avec des patients ou des personnes qui étaient confinées. Donc tout ça, il y a des très beaux aspects, mais qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte que le consentement à ce que ces images puissent être... d'abord, comment mettre en place ce système? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de stocker éventuellement ces images ou pas? Qui donne la permission? Enfin, il y a des tas de questions qui se posent derrière et qui relèvent de la dignité de la personne, mais justement, dans sa vraie dignité. Et donc, comment, finalement, se pose la question aussi
voilà, au-delà même de la personne vulnérable vivante, il y a même une question qui fait intervenir le numérique et qui est un sujet qui commence à prendre tournure. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui concerne au-delà de la mort. Puisque maintenant on arrive à faire des agents conversationnels qui potentiellement font parler les morts, qui ont prolongé artificiellement une vie. Autrement dit, ça nous ramène à l'expérience du deuil. Qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil? Vous savez que dans les différentes cultures, le deuil, ça prend des formes très différentes. D'abord, le rapport au corps, ça peut être l'inhumation, ça peut être la crémation, ça peut être des tas de formes de rapport au corps du défunt, mais il peut y avoir aussi le temps du deuil, qui peut durer quelques semaines et qui peut durer des années dans certaines civilisations. Donc, il se trouve que maintenant, on vous propose d'avoir un être virtuel qui va prolonger la vie de votre grand-mère, qui va continuer à parler, et pas simplement être des films d'avant, qui va être aussi des sortes de simulations, ce qu'elle serait maintenant. Alors évidemment, ça pose des tas de questions un peu vertigineuses, mais voilà, comment le prendre, comment prendre en compte ces questions-là? Vous voyez, c'est des sujets qui nous arrivent au Comité national d'éthique du numérique. Exemple. Je ferme la parenthèse. En tout cas, on est vraiment dans la relation personne à personne à travers le numérique. Alors, bon, tout ça, ce n'est pas qu'une question de droit et de réglementation, hein, c'est pas réservé aux spécialistes des systèmes, du soin ou de l'action caritative, ça nous concerne tous d'une certaine manière. Et enfin, je dirais, il s'agit de promouvoir, et là, ça concerne ce qui se passe dans les associations, en particulier les conférences à Saint-Paul, mais d'autres, hein, de promouvoir un véritable accompagnement numérique fraternel, où l'on fait avec la personne et non à sa place, par souci d'efficacité. C'est vrai que c'est plus facile de dire à quelqu'un, écoute, laisse-moi faire, de régler en 2-3 clics les quelques questions qu'elle se posait pour accéder à de l'information ou pour remplir un questionnaire sur Internet d'une administration. Mais l'enjeu, c'est vraiment, au contraire, de faire avec. Et c'est un enjeu qui est double. D'abord, il s'agit de dédramatiser l'objet, de démystifier l'outil numérique, pour permettre à la personne accompagnée de devenir plus autonome et de retrouver une certaine fierté et une estime de soi, qui a été vraiment mise à mal. J'ai pu le constater pendant le confinement. Des personnes qui auparavant allaient au guichet de telle ou telle administration pouvaient s'expliquer de vive voix, pouvaient éventuellement se fâcher avec une vraie personne, se retrouver humiliées à un point, parce que tout d'un coup, elles étaient dans une incapacité totale. Et du coup, elles se sentent moins que rien. Non seulement ça a été un stress sur est-ce que je vais avoir accès à mes droits, mais ça a été vraiment une humiliation que j'ai trouvée absolument épouvantable. Donc comment, premier objectif de l'accompagnement numérique, c'est redire tu es quelqu'un qui peut. Et moi je l'ai pratiqué, ça prend du temps. Avec une personne, vous passez 1 heure, et je me souviens du visage de quelqu'un avec qui j'ai fait, voilà, il était venu et il souhaitait accéder à son compte, son CPF, le compte permanent de formation, pour pouvoir passer un permis de conduire, parce qu'il était manœuvre et il voulait passer à, finalement, il voulait pouvoir être livreur, chauffeur-livreur. Et au début, bon, il fallait accéder au site, et puis il fallait à un moment donné, évidemment, créer un compte. Et puis en même temps, donner une adresse mail, et puis avoir un mot de passe, etc. Et tout devenait compliqué, mais au fur et à mesure, je n'ai jamais fait à sa place, je lui ai dit, écoute, voilà. Et il y a toujours eu, et alors ça a pris beaucoup de temps, et à la fin, grande victoire, il a pu avoir un rendez-vous pour passer à bien conduire sur son compte permanent de formation. Et j'ai eu son visage rayonnant à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, il y a un enjeu numérique, l'accompagnement numérique, il est là. Et bien entendu, après, et parallèlement, et dans un second temps, il s'agit de développer ou de renforcer des vertus de sobriété et de prudence numérique. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant tu sais, voilà, il y a des risques. Et puis il ne faut pas faire n'importe quoi parce que tu peux te faire avoir, il y a des escrocs, il y a du harcèlement, etc., etc. Mais vous voyez, je trouve que voilà, pour moi, l'accompagnement numérique, c'est toutes ces dimensions-là pour l'avoir vécu, pour vraiment pratiquer. Et je pense que ça devient finalement un nouvel enjeu des actions de solidarité. Je veux dire, c'est vrai qu'on a tous ces ingrédients de la Société Saint-Vincent-de-Paul, visite à domicile, voilà, on fait des maraudes, des distributions alimentaires comme Aurélie Lausanne, etc.
mais l'accompagnement numérique, ça va devenir quelque chose de plus en plus important. Parce que même si tout le monde est formé, même si on estime actuellement à 20% de gens qui ont vraiment des grands problèmes pour accéder au numérique, et on en fait tous un peu partie, parce que c'est pas du 100%, hein, c'est la compétence. Mais même si on réduit ça avec ces 5%, il y aura toujours 5% de gens qui auront vraiment du mal. Et je pense que l'enjeu de l'accompagnement fraternel numérique, il est là. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, donc l'éthique du numérique, l'éthique et l'écologie intégrale du numérique, elle est exigeante, hein, puisqu'elle va depuis des dimensions planétaires, hein, qui consistent à bien articuler, et à notre niveau, et aussi dans les endroits où on se trouve, l'articulation entre ce que j'appelle la transition numérique et transition écologique. Il y a aussi comment ça nous responsabilise du point de vue de l'action quotidienne de ce qu'on fait, et puis en même temps, toute cette dimension de la justice et de la fraternité numérique qui, elle, peut complètement nous amener à vraiment revoir notre relation à l'autre, hein, dans ce cadre-là. Voilà, donc je vous remercie pour cette réunion parce qu'elle manifeste, qui est portée, des initiatives portées par des chrétiens qui manifestent bien la prise en compte du numérique dans l'action et la réflexion pour une écologie intégrale. C'est par hasard, c'est les groupes l'Église verte et les aussi qui ont pris en charge cette réunion. Il y a eu une réunion, je le disais, le 10 décembre, qui était cette fois-ci sur le thème foi et numérique, au siège de la Conférence des évêques de France, à l'initiative du pôle innovation et technologie d'un service de la Conférence des évêques de France. Et de ces échanges, qui ont rassemblé 50 personnes, 10 décembre, il y a eu finalement des constats, des questions et des propositions un peu analogues à tout ce que nous avons échangé cet après-midi. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous signale deux livres. Donc, j'ai mentionné celui-ci, qui est le livre du Comité national d'éthique du numérique, et l'autre livre qui, lui, s'appelle Pour un numérique au service du bien commun, qui a été publié précisément par ce pôle d'innovation et technologie du service national famille et société de la Conférence des évêques de France. Il s'intitule Pour un numérique au service du bien commun. Voilà. Écoutez, merci beaucoup.